Le jour où mon fils est mort, une partie de moi a été enterrée avec lui. Mais ce que j'ai découvert après, ça a été comme si on m'arrachait le cœur à main nue. Il y a des choses qu'on porte toute une vie sans le savoir. Des secrets qui, quand ils remontent à la surface, détruisent tout ce qu'on croyait vrai. Mon nom est Pierre Duchamp. J'ai 68 ans et je suis ancien imprimeur à la retraite, ici à Lyon, dans le Rhône. Pendant 35 ans, mes mains ont composé, lettre par lettre, les journaux, les affiches et les imprimés qui racontaient les histoires de notre ville. J'assemblais les petites lettres de métal, une par une, pour former des mots qui racontaient les vérités des autres. Ironique, n'est-ce pas? Moi qui ai passé toute ma vie à imprimer les vérités des autres, je vivais entouré du plus grand mensonge qu'un homme puisse porter. Si vous m'écoutez maintenant, je veux que vous sachiez que certaines vérités coûtent trop cher. Celle que je vais raconter ici pour la première fois m'a presque coûté la raison. Elle changera peut-être votre façon de voir votre propre famille. Parce que parfois, les personnes qu'on aime le plus sont celles qui gardent les secrets les plus sombres. Mon fils Thomas avait 38 ans quand l'accident est arrivé. Il travaillait comme architecte dans un cabinet réputé de Lyon. Il était respecté, avait une femme, une petite fille de 7 ans. Emma, ma petite fille, la joie de la maison. Ou du moins, celle que je croyais être ma petite fille de sang. Ce jeudi de novembre, un appel téléphonique a tout changé. Votre fils a eu un accident sur le chantier. Il n'a pas survécu. Des mots simples qui détruisent toute une vie. À l'enterrement, pendant que je me déchirais devant le cercueil, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de ma femme, Hélène. Nous étions mariés depuis 42 ans. Nous avions partagé une vie, élevé notre fils unique, construit des souvenirs que je croyais vrais. Mais à ce moment-là, j'ai perçu une froideur en elle, une distance qui ne correspondait pas à une mère qui venait de perdre son fils. C'était comme si elle se sentait coupable de quelque chose au-delà de sa mort. Avant de continuer cette histoire restée coincée dans ma gorge pendant des années, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aussi avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, ou si vous voulez simplement savoir comment cette histoire se termine, laissez un petit pouce en l'air pour que ce vieux imprimeur sache qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui m'écoute. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines histoires que je vais raconter avec tout mon cœur. Et si vous m'écoutez vraiment, mes chers amis, commentez le mot « famille ». Tous ceux qui le feront, je les garderai dans mon cœur et leur mettrai un petit pouce à côté. Merci. Dans les premiers jours après l'enterrement, la maison s'est remplie de monde. Des parents, des amis, des connaissances, tous apportant de la nourriture que personne ne mangeait, disant des mots qui ne consolaient pas. C'est curieux comme la mort remplit une maison de gens, mais n'augmente que le vide à l'intérieur. Quand tout le monde est parti, quand nous nous sommes finalement retrouvés seuls, Hélène et moi, c'est là que j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle évitait d'être dans la même pièce que moi, détournait le regard quand je parlais de Thomas, comme quelqu'un qui porte un secret trop lourd. C'est lors d'une de ces nuits de silence que j'ai décidé d'entrer dans la chambre que nous gardions pour Thomas. Même après son mariage, il conservait quelques affaires chez nous. C'était une chambre simple, avec une bibliothèque de livres techniques d'architecture, quelques photographies de l'université, des trophées de quand il jouait au rugby. Je me suis assis sur son lit, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pu pleurer à l'enterrement. Pour la première fois, j'étais seul avec ma douleur. Et c'est là, en ouvrant le tiroir de la table de chevet, cherchant n'importe quoi qui me connecte à lui, que j'ai trouvé quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais être ma vie. J'ai ouvert le tiroir, et j'ai trouvé un carnet à couverture noire. Je n'avais jamais vu ce carnet auparavant. Le nom de Thomas était écrit sur la première page avec une date d'il y a 3 mois avant l'accident. Ça ressemblait à un journal intime. J'ai fermé la porte de la chambre, me suis assis au bord du lit et j'ai commencé à feuilleter les pages. Au début, c'était des notes de travail, des réunions, des rendez-vous. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai perçu que c'était des réflexions personnelles. Le cœur d'un père qui vient de perdre son fils n'est pas préparé à certaines vérités. Mais avant de raconter ce que j'ai découvert dans ce carnet, je dois remonter le temps. Remonter pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je suis né en 1957, dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, là où habitaient autrefois les Canutes, ces ouvriers de la soie qui ont fait la réputation de notre ville. Mes parents étaient de petits commerçants. Ils tenaient une épicerie au coin de la rue, un de ces commerces qui ont presque tous disparu aujourd'hui. On sentait toujours l'odeur du pain frais mélangée à celle du fromage et du café qui embaumait l'air. Nous étions 3 enfants. Moi, j'étais le cadet. On n'avait pas grand-chose, mais on ne manquait de rien. Mon père était un homme rigide, de ceux qui croyaient que le travail forge le caractère. Dès mon plus jeune âge,
j'ai appris à me lever avec le chant du coq pour aider à ouvrir la boutique. C'est à l'imprimerie de Monsieur Arnaud, voisin de notre épicerie, que j'ai découvert ma vocation. Je devais avoir 13 ans quand j'ai commencé à passer mes après-midi là-bas, fasciné par ces machines qui semblaient avaler du papier blanc et cracher des histoires. Monsieur Arnaud était patient avec moi. Il m'expliquait chaque détail de ce métier qui disparaissait peu à peu. « Pierre, disait-il, la machine n'est qu'un outil. L'imprimeur, lui, est un artisan des mots. » Et c'est ainsi qu'à 17 ans, j'ai commencé à travailler comme apprenti dans la seule imprimerie traditionnelle du quartier. La vie à cette époque était plus simple. Lyon était une ville où tout le monde se connaissait, du moins dans nos quartiers. Les samedis soirs, on allait danser au bal populaire. Les dimanches après-midi, c'était le rugby au stade de Gerland ou les promenades au parc de la Tête d'Or. C'est lors d'un de ces bals que j'ai rencontré Hélène. Elle avait 18 ans, des cheveux noirs qui descendaient jusqu'à la taille, un sourire timide et des yeux qui semblaient garder des secrets. Fille d'un pharmacien respecté du 6e arrondissement, elle était considérée comme un bon parti. Et moi, un simple imprimeur, fils de petit commerçant, mais l'amour ne comprend pas les classes sociales. Pendant 2 ans, nous nous sommes fréquentés en cachette. Nous nous retrouvions place Bellecour, sous les arbres. Nous échangions des billets que j'imprimais moi-même à l'imprimerie quand personne ne regardait. Des billets avec des poèmes que je n'avais pas le courage de dire à voix haute. Quand son père l'a découvert, ça a été un scandale. « Ma fille ne va pas épouser un imprimeur », a-t-il hurlé. Mais Hélène avait du caractère. À 20 ans, elle a quitté la maison familiale pour me rejoindre. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, avec seulement la présence de mes parents et de mes frères. Sa famille à elle a mis 3 ans à accepter notre union. Les premières années de mariage, nous habitions dans un petit studio à la Guillotière. Je travaillais à l'imprimerie. Elle donnait des cours particuliers de piano. Nous économisions chaque centime. En 1982, nous avons réussi à acheter un appartement dans le 7e arrondissement, près du métro Jean Massé. Un appartement modeste, mais à nous. Quand Hélène est tombée enceinte en 1986, ça faisait presque 8 ans qu'on était mariés. On avait presque perdu l'espoir d'avoir des enfants, mais Dieu nous a surpris. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru à l'époque. La grossesse s'est bien passée. Le 12 avril 1986, Thomas est né. Un beau bébé en bonne santé avec des joues roses et des yeux vifs. À la maternité, en tenant ce petit paquet pour la première fois, je me suis promis d'être le meilleur père du monde, de lui donner tout ce que je n'avais pas eu, des études, des opportunités, une vie confortable. L'imprimeur et la professeure de piano ont juré que leur fils aurait un avenir brillant. Les premières années de Thomas ont été de pure joie. C'était un enfant éveillé, curieux, toujours à poser des questions sur tout. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour les dessins, les plans, les constructions. Il passait des heures à jouer avec des blocs de construction, créant des structures de plus en plus complexes. Ce garçon sera architecte, je disais fièrement à qui voulait l'entendre. Et Hélène souriait avec ce regard distant que je n'ai jamais vraiment réussi à déchiffrer complètement. Au fur et à mesure que Thomas grandissait, j'ai remarqué certaines choses qui m'intriguaient. Il ne me ressemblait pas beaucoup ni à ma famille. Il avait les yeux clairs, presque verts, alors que dans toute ma famille, nous avions les yeux marron foncé. Les cheveux étaient plus clairs aussi, presque châtains. Il tient de la famille de sa mère, disait Hélène quand j'en parlais. Et je la croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Je n'avais jamais eu de raison de me méfier d'elle. Quand Thomas avait 9 ans, l'imprimerie où je travaillais a fermé. Les journaux n'avaient de plus besoin d'imprimeurs traditionnels. Les nouvelles technologies arrivaient. Ça a été un coup dur. Pendant quelques mois, je suis resté au chômage. Hélène a pris plus de cours particuliers. Elle a commencé à donner des cours dans une école de musique aussi. Je faisais des petits boulots, j'aidais à l'épicerie de mes parents, mais l'argent était serré. C'est à cette époque qu'elle a commencé à travailler comme secrétaire dans le cabinet d'architecture de Monsieur Laurent Beaumont, un architecte qui s'était récemment installé à Lyon. Laurent Beaumont était un homme imposant, de ceux qui entrent quelque part et que tout le monde remarque. Grand, bien habillé, il conduisait une Mercedes à une époque où c'était rare dans notre quartier. Il construisait des maisons de luxe, des immeubles commerciaux. Il faisait fortune avec la croissance de Lyon. Quand je l'ai rencontré, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, la façon dont il a regardé ma femme, comme s'il se connaissait déjà. Hélène a dit qu'il était juste un bon patron, qu'il aidait notre famille dans un moment difficile. 2 mois plus tard, j'ai trouvé un emploi à la mairie, au service de communication. Ce n'était pas de l'imprimerie traditionnelle, mais je travaillais encore avec des imprimés, des documents officiels.
Le salaire était meilleur et stable. Les choses ont commencé à s'améliorer pour nous. Mais Hélène a continué à travailler au cabinet d'architecture. Monsieur Beaumont a besoin de moi, disait-elle. Et l'argent supplémentaire aidera pour les études de Thomas. Comment aurais-je pu être en désaccord? Quand Thomas avait 12 ans, il a décidé qu'il voulait vraiment être architecte. Il se consacrait à ses études, avec une détermination peu commune pour un garçon de cet âge. Ses notes en mathématiques étaient toujours les meilleures de la classe. Laurent Beaumont, le patron d'Hélène, a commencé à venir chez nous occasionnellement. Il apportait des livres techniques pour Thomas. Il parlait avec lui de construction, de projets. « Je ne fais qu'encourager le garçon », disait-il. « Je vois le potentiel en lui. » Et je le remerciais, sans comprendre le véritable intérêt de cet homme pour mon fils. Les années ont passé. Thomas a terminé le lycée avec les félicitations. Il a obtenu une place à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. La fierté que j'ai ressentie ce jour-là ne peut pas être mise en mots. Mon fils, le fils d'un imprimeur, réalisant un rêve qui me semblait toujours impossible. Pendant ses études, il a commencé à faire un stage au cabinet de Monsieur Beaumont. C'est une opportunité unique, a argumenté Hélène. Et encore une fois, comment aurais-je pu être en désaccord? C'était l'avenir de mon fils qui était en jeu. Si j'avais su à cette époque ce que je sais aujourd'hui, si j'avais su. Mais la vie a de ses ironies. L'imprimeur qui a passé sa vie à imprimer les vérités des autres vivait entouré du plus grand mensonge qu'un homme puisse porter. Et le pire, c'est que la vérité a toujours été là devant mes yeux. Je ne voulais simplement pas la voir. Thomas a obtenu son diplôme d'architecte à 24 ans. Le jour de la remise des diplômes, j'ai enfilé mon seul costume, ce bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales, et je me suis assis au premier rang de l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure d'architecture. Hélène était à mes côtés, élégante dans une robe verte qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Quand le nom de Thomas a été appelé, je me suis levé et j'ai applaudi debout, sans me soucier des regards autour de moi. Mon fils, diplômé en architecture. Qui aurait dit que le fils d'un imprimeur irait si loin? À la fête, après la cérémonie, j'ai remarqué que Monsieur Laurent Beaumont était là, même s'il n'était le père d'aucun diplômé. Il s'est approché de nous, a embrassé Thomas avec une intimité qui m'a dérangé, et lui a tendu une enveloppe. « Ton cadeau de diplôme », a-t-il dit. Thomas a ouvert l'enveloppe sur place et ses yeux ont brillé. C'était une proposition d'emploi dans son cabinet. Un poste d'architecte junior, avec un salaire que moi, après plus de 30 ans de travail, je n'avais jamais gagné. Ce soir-là, pendant qu'Hélène dormait, je suis resté à penser à quel point la vie était étrange. Cet homme, pratiquement un étranger, avait tant d'influence sur la vie de mon fils. Quelque chose ne me semblait pas juste, mais j'ai étouffé cette sensation. Après tout, c'était une opportunité que nous ne pouvions pas gaspiller. Thomas méritait cet emploi. Il avait travaillé dur, il était compétent. Ce n'était pas une faveur, c'était de la reconnaissance. Je me le répétais à moi-même. C'est lors de sa première année de travail au cabinet que Thomas a rencontré Sophie. Elle était architecte d'intérieur, nouvellement engagée. Une jolie fille aux cheveux courts et au sourire facile. La première fois qu'il l'a amenée dîner à la maison, j'ai vu comment il la regardait. C'était le même regard que j'avais pour Hélène quand nous nous sommes rencontrés. Ce mélange d'admiration, de désir et de peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter. « Papa », m'a-t-il dit après qu'elle soit partie, « je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie. » Leur histoire d'amour a été rapide et intense. En moins d'1 an, ils parlaient déjà de mariage. Sophie venait d'une famille simple comme la nôtre. Son père était mécanicien, sa mère couturière, des gens travailleurs, honnêtes. Je m'identifiais à eux. Lors des réunions de famille, pendant que les femmes discutaient dans la cuisine et que les hommes parlaient de football sur le balcon, j'observais Thomas et je ressentais une immense fierté. Il avait réussi ce que peu de gens de notre classe réussissaient. Étudier, se diplômer, avoir un bon emploi et maintenant fonder sa propre famille. Le mariage a eu lieu en 2010, une cérémonie simple mais belle, à l'église Saint-Jean de Lyon. Hélène a pleuré pendant toute la cérémonie. Laurent Beaumont était là, bien sûr, assis au premier rang à côté de sa femme. Une femme élégante et discrète qui parlait peu. Pendant la fête, j'ai remarqué comment il observait Thomas et Sophie dansant la valse. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer à l'époque. Les premières années du mariage ont été d'adaptation, comme pour tout jeune couple. Ils ont acheté un appartement dans le 8e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Ils ont commencé à construire leur vie. Ils venaient dîner chez nous tous les dimanches, une tradition que je tenais à maintenir. C'est lors d'un de ces dimanches soirs, environ 2 ans après le mariage, que Sophie a annoncé qu'elle était enceinte. La table a explosé de joie.
J'allais être grand-père. L'imprimeur, qui avait à peine eu accès à l'école formelle, aurait une petite fille, fille d'un architecte et d'une architecte d'intérieur. Emma est née un matin ensoleillé de mai 2013. Une petite fille en bonne santé avec le même regard vif que Thomas avait quand il était bébé. Quand je l'ai tenue pour la première fois, quelque chose en moi s'est brisé. Un amour différent de tout ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas comme l'amour pour mon fils, c'était autre chose. Plus libre, sans la responsabilité de l'éducation, mais en même temps si profond. À cet instant, j'ai juré que cette petite fille aurait tout ce que je pourrais lui donner, que je serais le meilleur grand-père du monde. Les années suivantes ont été les plus heureuses de ma vie. Voir Emma grandir, apprendre à marcher, à parler, faire ses premières découvertes du monde. Chaque visite était une joie. Les dimanches, quand elle venait dîner, elle courait dans mes bras dès son arrivée. « Papy Pierre !» criait-elle, et mon cœur fondait. Je pense que c'est ça que les grands-parents ont de mieux. On peut aimer sans la pression d'éduquer et de former. On peut simplement aimer et être aimé en retour, de la façon la plus pure. Pendant ce temps, la carrière de Thomas décollait. En 2016, il était déjà chef de projet au cabinet de M. Beaumont. Il coordonnait une équipe, il avait du respect dans le milieu. Sophie aussi grandissait professionnellement, elle avait ouvert son propre cabinet de design d'intérieur. Ils ont déménagé dans une plus grande maison dans un bon quartier. Ils avaient 2 voitures dans le garage et ils partaient en vacances tous les ans. La vie dont j'avais rêvé pour mon fils se réalisait sous mes yeux. Hélène semblait fière aussi, mais il y avait quelque chose en elle qui continuait à m'intriguer. Parfois, je la surprenais en train de regarder Thomas et Emma avec une expression qui mélangeait joie et tristesse, comme si elle gardait un secret douloureux. Quand je la questionnais, elle éludait. « C'est juste la fatigue », disait-elle. Ou alors je vieillis, c'est normal de devenir plus émotive. Et j'acceptais, parce que c'était plus facile de croire ça que de creuser plus profond. En 2017, j'ai pris ma retraite. Après tant d'années à la mairie, il était temps de me reposer. Hélène a continué à travailler au cabinet. Elle disait que prendre sa retraite n'était pas encore dans ses plans. J'ai commencé à passer plus de temps avec Emma. Je la cherchais 3 fois par semaine après l'école. Je l'emmenais manger une glace, jouer au parc, ou simplement nous restions à la maison à faire des puzzles. C'était des après-midi précieux pour moi. C'est lors d'un de ces après-midi, quand elle avait 6 ans, qu'elle m'a posé une question qui est restée martelante dans ma tête pendant des jours. Nous étions assis sur le balcon de la maison, mangeant du pop-corn et regardant les oiseaux dans le jardin. Soudain, elle s'est tournée vers moi et a demandé « Papy, pourquoi Monsieur Laurent a les yeux de la même couleur que les miens et ceux de papa, et toi non ?» J'ai failli m'étouffer avec le pop-corn. Je ne savais pas quoi répondre. « Monsieur Laurent n'est pas ton grand-père, Emma. » ai-je finalement dit. « C'est juste le patron de ton papa. » Elle a froncé les sourcils, confuse. Mais mamie Hélène a dit qu'il fait partie de la famille. J'ai changé de sujet rapidement, mais cette conversation est restée en écho dans mon esprit. Ce soir-là, quand Hélène est rentrée à la maison, j'ai essayé d'aborder le sujet. Emma a dit quelque chose d'étrange aujourd'hui. Ai-je commencé? Elle a semblé tendue immédiatement. Elle a dit que tu as dit que M. Beaumont faisait partie de la famille. Hélène a détourné le regard, a commencé à jouer nerveusement avec son alliance. J'ai dit ça? A-t-elle répondu par une question? Je ne m'en souviens pas. Ça a dû être un malentendu. Et elle est sortie vers la chambre, mettant fin à la conversation. Dans les mois suivants, j'ai commencé à faire plus attention à certaines choses. Comment Laurent Beaumont apparaissait fréquemment lors des événements familiaux de Thomas. Comment il traitait Emma avec un soin particulier, apportant des cadeaux coûteux, l'invitant à passer des après-midi dans sa maison avec piscine. Comment Thomas et lui avaient certaines ressemblances physiques que je n'avais jamais remarquées avant. Les mêmes yeux clairs, la même forme de visage, même certains gestes similaires. Mais ce qui attirait le plus mon attention, c'était le comportement d'Hélène. La façon dont elle observait les 3 ensemble, Laurent, Thomas et Emma, comme si elle contemplait une œuvre d'art secrète que seule elle connaissait complètement. Parfois, je la surprenais en train de parler à voix basse avec Laurent dans des coins de fête, s'arrêtant brusquement quand quelqu'un s'approchait. C'étaient de petits détails qui passeraient peut-être inaperçus pour la plupart des gens, mais j'avais des yeux entraînés pour les détails. Après tout, un bon imprimeur doit remarquer même le plus petit point hors de sa place. Et c'est ainsi, entre doutes et silences, que nous sommes arrivés à novembre 2024, le mois qui allait tout changer. Le mois où mon fils est mort et où la vérité qui avait été enterrée pendant presque 4 décennies allait enfin remonter à la surface de la façon la plus cruelle possible. C'était un jeudi, le 7 novembre 2024, une date qui restera gravée en moi comme si elle avait été imprimée avec de l'encre indélébile, de celle que même le temps ne peut effacer.
J'étais à la maison, travaillant sur la restauration d'une vieille machine à écrire que j'avais achetée dans une brocante. C'était un modèle des années 50, une Remington en métal massif qui pesait comme du plomb. J'aimais réparer ces reliques, leur redonner la capacité de fonctionner. C'était peut-être un reflet de mon ancien métier, redonner vie aux choses à travers mes mains. Le téléphone a sonné peu après midi. C'était Sophie, la voix étranglée, presque incompréhensible. Pierre, il y a eu un accident. Thomas, le chantier à Villeurbanne, les échafaudages. Les mots sortaient entrecoupés par des sanglots. Mon cœur s'est arrêté un instant puis s'est emballé de façon incontrôlable. Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas, Sophie? Il est blessé? Il y a eu un silence de l'autre côté, puis un soupir profond, comme quelqu'un qui rassemble ses dernières forces. Il n'a pas survécu, Pierre. Une structure métallique s'est effondrée pendant l'inspection. C'était instantané. Le monde autour de moi a semblé ralentir, comme si chaque seconde était étirée jusqu'à l'infini. Je me souviens d'avoir lâché le téléphone sans raccrocher, d'avoir appelé Hélène qui était dans le jardin en train d'arroser les plantes. Nous sommes montés précipitamment dans la voiture en direction de l'hôpital de Villeurbanne. Le trajet s'est fait en silence, un silence dense, suffocant. Hélène pleurait doucement sur le siège passager, le visage tourné vers la fenêtre. Je conduisais mécaniquement, les yeux fixes sur la route, incapable de traiter ce qui était en train de se passer. À l'hôpital, nous avons trouvé Sophie assise sur une chaise dans le couloir, le regard perdu, les mains tremblantes. Emma était à côté d'elle, les yeux rouges d'avoir tant pleuré, agrippée à une veste de son père que quelqu'un avait dû rapporter du chantier. Quand elle m'a vu, elle a couru dans mes bras. « Papy, ils mentent, n'est-ce pas? Papa n'est pas mort. Il ne peut pas être mort. » J'ai tenu cette petite fille contre ma poitrine, sentant son corps trembler avec les sanglots, incapable d'offrir la moindre consolation qui ait du sens. Laurent Beaumont était déjà là aussi, parlant avec les médecins, organisant le transfert du corps, prenant le contrôle de la situation comme il le faisait toujours. Quand il m'a vu, il s'est approché, a posé sa main sur mon épaule. « Pierre, je suis vraiment désolé. » C'était instantané. Il n'a pas souffert. Les mêmes mots vides que tout le monde dit, comme si cela pouvait soulager la douleur de perdre un fils. J'ai observé son visage, cherchant des signes de dévastation, d'une douleur équivalente à la mienne. Mais ce que j'ai vu, c'était un homme composé, contrôlé, comme s'il gérait un contretemps dans les affaires, pas la mort du propre. Non, je ne pouvais pas penser à ça maintenant. Pas là, pas à ce moment. Les heures suivantes ont été un brouillard de formalités bureaucratiques, de décisions sur les funérailles, l'enterrement, d'appels à la famille et aux amis. Laurent s'est proposé de tout prendre en charge, de tout payer. C'est le minimum que je puisse faire, a-t-il dit. Thomas était comme un fils pour moi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais crier, demander s'il admettait là, à ce moment précis, ce que je soupçonnais depuis des années. Mais je me suis retenu. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Les funérailles ont eu lieu à la cathédrale Saint-Jean dans le Vieux-Lyon. C'était plein. Des collègues de travail, des amis de l'université, des clients du cabinet, des voisins, de la famille éloignée. Tous voulaient rendre un dernier hommage au jeune architecte mort en service. Je suis resté à côté du cercueil pendant des heures, recevant des étreintes et des condoléances, écoutant des histoires sur mon fils, sur combien il était respecté, aimé, admiré. Sophie était dévastée. Elle a dû prendre des calmants pour supporter. Emma alternait entre des moments de pleurs convulsifs et un silence effrayant, comme si elle était déconnectée de la réalité. Hélène est restée à mes côtés tout le temps, acceptant les condoléances, remerciant pour la présence des gens. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui me dérangeait, une sorte de froideur, une distance émotionnelle qui ne correspondait pas à une mère qui venait de perdre son fils unique. Elle pleurait, oui, mais c'était des larmes contenues, presque programmées. Entre un moment et l'autre, je la surprenais en train de regarder Laurent Beaumont, qui circulait dans le salon, recevant des condoléances comme s'il était le principal endeuillé. L'enterrement a eu lieu le lendemain matin, un jour gris et froid, comme si le ciel lui-même était en deuil. Pendant que le cercueil descendait lentement dans la tombe, j'ai senti qu'une partie de moi était enterrée avec lui. Il n'y a pas de douleur plus grande pour un père que d'enterrer son fils. C'est contre l'ordre naturel des choses. Ce sont les fils qui devraient enterrer leur père, pas le contraire. Je me souviens d'avoir jeté une poignée de terre sur le cercueil, mes jambes fléchissant ayant besoin d'être soutenues par mon frère aîné. De l'autre côté de la tombe, Laurent Beaumont faisait de même, le visage montrant enfin une émotion réelle.
Les jours qui ont suivi ont été une période d'adaptation à une nouvelle et terrible réalité. La maison s'est remplie de parents, d'amis, de voisins apportant de la nourriture, offrant de l'aide, essayant de combler par leur présence le vide qui s'était installé. Sophie et Emma sont restées chez nous pendant quelques semaines. Aucune des deux ne voulait retourner dans la maison qu'elle partageait avec Thomas, pleine de souvenirs, de ses objets personnels, de sa présence encore palpable dans chaque coin. C'est pendant cette période que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans le comportement d'Hélène. Au-delà de cette froideur initiale, il y avait maintenant une agitation constante. Elle évitait d'être seule avec moi, trouvait toujours une tâche à faire, quelqu'un à appeler, quelque chose à nettoyer ou à organiser. Quand tout le monde allait dormir et que nous nous retrouvions finalement seuls dans la chambre, elle feignait de s'endormir rapidement, tournée du côté opposé du lit. Et il y avait les coups de téléphone. Plusieurs fois par jour, elle s'éloignait pour parler sur son portable à voix basse. Quand je demandais avec qui elle parlait, la réponse était toujours évasive, des affaires du travail ou une amie de l'église. Une semaine après l'enterrement, quand la maison était déjà plus vide, j'ai décidé qu'il était temps d'aller à l'appartement de Thomas chercher quelques vêtements pour Sophie et Emma, qui étaient toujours chez nous. Sophie m'a donné les clés mais n'a pas eu le courage de venir avec moi. « Je ne peux pas encore, Pierre », a-t-elle dit, les yeux embués. « Je ne peux pas entrer là-bas en sachant qu'il ne sera pas là. J'ai parfaitement compris, et je suis allé seul. » Entrer dans l'appartement de mon fils a été comme être frappé par une vague de souvenirs. Son odeur était encore présente dans chaque pièce, les clés jetées sur la petite table de l'entrée, comme il faisait toujours en arrivant. La tasse de café à moitié pleine dans l'évier de la cuisine, du dernier matin où il était parti travailler. Les chaussures rangées dans le dressing, les chemises suspendues par couleur, toujours méthodiques. Dans son bureau, la table était couverte de plans de construction, de maquettes miniatures, de notes sur des post-it collés sur l'écran de l'ordinateur. Sa vie figée dans le temps, interrompue brutalement. Je me suis assis sur la chaise du bureau, sentant le poids de son absence. C'est alors que j'ai remarqué un carnet noir dans le tiroir entrouvert. Ça ressemblait à un journal intime ou à un carnet de notes personnelles. J'ai hésité un moment, me demandant si je devais respecter l'intimité de mon fils même après sa mort. Mais quelque chose en moi me poussait, comme si ce carnet contenait des réponses que je cherchais depuis si longtemps. J'ai commencé à feuilleter les pages. Au début, c'était des notes de travail, des numéros de téléphone, des dates de réunion, des calculs de matériaux pour des chantiers. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le contenu changeait, devenait plus personnel, plus intime. C'était des réflexions sur la vie, sur sa carrière, sur son rôle de père et de mari. Et puis, dans les dernières pages, datées de seulement quelques semaines avant l'accident, j'ai trouvé quelque chose qui a fait geler mon sang. Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose qui a changé tout ce que je croyais sur ma vie. J'ai trouvé des emails anciens sur l'ordinateur du cabinet, des messages échangés entre ma mère et Laurent, des messages qui remontent à avant ma naissance. Ils ont eu une liaison, et d'après ce que j'ai compris, Laurent est mon père biologique, mon véritable père, l'homme qui m'a élevé, qui m'a tout appris sur ce que signifie être un homme, sur le caractère et la dignité, n'a pas mon sang. Et l'homme qui la me manipule depuis toujours m'a placé dans l'entreprise, non pas par mérite, mais par culpabilité, par obligation. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas si je confronte ma mère, si je parle à Laurent, si je raconte à papa Pierre. Il ne mérite pas de passer par ça. Ce serait trop cruel après tant d'années. Ma vision s'est brouillée avec les larmes qui ont commencé à couler sur mon visage. Alors c'était vrai. Ce que je soupçonnais depuis tant d'années, ce que j'avais essayé d'ignorer, de nier, de cacher à moi-même, était là, écrit de la main de mon propre fils. Thomas le savait. Il l'avait découvert quelques semaines avant de mourir et avait choisi de ne pas me le dire pour me protéger de la douleur. J'ai continué à lire, les mains tremblantes en tournant les pages. J'ai confronté Laurent aujourd'hui. Il n'a pas nié. Il a dit qu'il avait toujours voulu me le dire, mais que ma mère ne le permettait pas. Il a dit qu'il me considère comme son fils légitime, qu'il est fier de moi, qu'il m'a placé dans l'entreprise parce qu'il voyait le potentiel en moi, pas juste par obligation. Je ne sais pas si je crois. Toute ma vie semble être un mensonge maintenant. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a menti pendant presque 40 ans? Et le pire, c'est que je ne peux même pas être en colère contre papa Pierre. Il est la seule personne innocente dans toute cette histoire. Le seul qui a toujours été sincère, qui m'a aimé inconditionnellement. Comment vais-je le regarder dans les yeux, sachant que je suis le fruit de la trahison de ma mère? Les dernières notes dataient de seulement 2 jours avant l'accident.
J'ai décidé que je vais tout raconter à Papa Pierre. Il mérite de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je vais enregistrer une conversation expliquant tout pour qu'il l'écoute quand il sera prêt. Je ne veux pas le confronter directement, ce serait trop cruel. Et après, je vais quitter le cabinet Beaumont. Je ne peux pas continuer à travailler pour un homme qui a trompé mon père toute sa vie. J'ai déjà parlé avec un ami de l'université qui a un cabinet à Grenoble. Il m'a proposé une association. Nous allons déménager, moi, Sophie et Emma. Un nouveau départ loin de tous ces secrets et mensonges. J'ai fermé le carnet abasourdi par la découverte. Thomas prévoyait de tout me raconter. Il prévoyait d'enregistrer quelque chose pour moi, une explication. J'ai commencé à chercher frénétiquement dans le bureau, fouillant les tiroirs, vérifiant l'ordinateur, cherchant dans les armoires. Et puis, au fond du dernier tiroir du bureau, j'ai trouvé un petit dictaphone numérique. Avec des doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de mon fils a rempli le bureau silencieux, comme s'il était là, vivant à nouveau, parlant directement avec moi. Et ce qu'il allait me dire changerait tout pour toujours. J'ai appuyé sur le bouton de lecture du dictaphone, et la voix de Thomas a empli le silence du bureau. C'était comme si mon fils était revenu à la vie, ne serait-ce que pour quelques instants. Ma main tremblait tellement que j'ai failli lâcher l'appareil. « Papa !» Ce simple mot prononcé avec tant d'émotion m'a immédiatement fait monter les larmes aux yeux. « Papa, si tu écoutes ceci, c'est que j'ai finalement trouvé le courage de te raconter la vérité. Une vérité que j'ai découverte récemment et qui a tout changé pour moi. Je ne sais pas comment dire ça d'une façon moins douloureuse, alors je vais aller droit au but. Il y a eu une pause dans l'enregistrement, comme s'il rassemblait son courage pour continuer. Laurent Beaumont est mon père biologique. Lui et maman ont eu une liaison avant ma naissance. Elle était déjà mariée avec toi, vous étiez ensemble depuis des années, mais c'est arrivé. Je suis le résultat de cette trahison. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler librement. Entendre ces mots de la bouche de mon fils rendait tout tellement plus réel, tellement plus douloureux. Mais je veux que tu saches quelque chose, papa. Même si je ne suis pas ton fils de sang, tu as été le meilleur père que j'aurais pu avoir. C'est toi qui m'as élevé, qui m'as appris à être qui je suis. C'est avec toi que j'ai appris l'honnêteté, le travail acharné, le respect. Laurent peut m'avoir donné ses gènes, ses yeux clairs, mais toi, tu m'as donné ton caractère, tes valeurs, et ça vaut beaucoup plus. Sa voix s'est brisée légèrement, chargée d'émotions. J'ai découvert la vérité il y a 3 semaines. J'étais au cabinet, tard le soir, finissant un projet. J'avais besoin d'accéder à de vieux fichiers sur l'ordinateur principal, des archives de clients d'il y a 40 ans. C'est là que je suis tombé sur un dossier caché, protégé par un mot de passe que j'ai réussi à craquer. C'était un dossier d'email personnel, des correspondances entre maman et Laurent de 1985 et 1986. Il y a eu une autre pause, plus longue cette fois. Je les ai tous lus, papa, chaque message. C'était comme regarder un film de ma propre conception, de ma propre existence basée sur un mensonge. Ils parlaient de leur liaison, des difficultés que vous aviez, toi et maman, pour avoir des enfants. Laurent écrivait qu'il voulait qu'elle quitte tout pour être avec lui. Maman répondait qu'elle t'aimait, qu'elle ne pouvait pas te faire ça, mais qu'elle était aussi attirée par lui. Ma gorge s'est serrée. Chaque mot était comme un coup de poignard. Et puis il y avait un email de maman daté d'août 1985, où elle annonçait à Laurent qu'elle était enceinte. Elle écrivait qu'elle savait que c'était de lui, parce que vous aviez à peine été ensemble ces mois-là, toi et elle. Tu travaillais tellement, papa. Tu essayais si fort de nous donner une vie meilleure. Thomas a pris une profonde inspiration audible dans l'enregistrement. Laurent a répondu qu'il voulait assumer, qu'il voulait m'élever comme son fils. Mais maman a refusé. Elle a écrit qu'elle voulait que je grandisse avec toi, que tu étais un homme bon, honnête, que tu méritais d'être père. Elle a écrit qu'elle garderait le secret pour toujours, que personne ne saurait jamais. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Mais Laurent n'a pas complètement disparu, n'est-ce pas? Il est resté dans l'ombre, attendant son moment. Et quand tu as perdu ton emploi à l'imprimerie, quand nous avions des difficultés financières, il a proposé d'aider. Maman a accepté. Et petit à petit, il s'est infiltré dans nos vies. La voix de Thomas est devenue plus dure, plus amère. J'ai confronté Laurent il y a 2 semaines. Je suis allé dans son bureau un soir tard, quand tous les employés étaient partis. Je lui ai montré les emails imprimés. Il est devenu tout pâle, papa. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Laurent Beaumont perdre le contrôle. Il a admis tout. Il a dit qu'il m'aimait depuis le premier jour, qu'il avait respecté le choix de maman mais que ça avait été un enfer de me regarder grandir de loin. Il a dit que c'est pour ça qu'il m'a embauché, qu'il m'a donné des responsabilités,
qu'il voulait me donner tout ce qu'il ne pouvait pas me donner ouvertement. Un long silence suivit. Je lui ai dit que je ne voulais plus rien de lui, que je quittais le cabinet, que je déménageais à Grenoble avec Sophie et Emma. Il a essayé de me retenir, de me convaincre de rester. Il a même pleuré, papa. J'ai vu Laurent Beaumont pleurer pour la première fois. La voix de Thomas est devenue plus douce maintenant, presque un murmure. J'ai aussi parlé avec maman. Elle a tout confirmé. Elle a essayé d'expliquer, de justifier. Elle a dit qu'elle t'aimait, qu'elle a toujours t'aimé, que la liaison avec Laurent avait été une erreur, un moment de faiblesse. Elle a dit qu'elle ne regrettait pas de m'avoir eu, mais qu'elle regrettait profondément de t'avoir trahi. Elle m'a supplié de ne pas te le dire, papa. Elle a dit que ça te détruirait, que tu ne méritais pas cette douleur après tout ce que tu avais fait pour nous. Elle a dit qu'il valait mieux que tu ne saches jamais. Un rire amer a échappé à Thomas. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas continuer à vivre ce mensonge. Tu mérites la vérité, papa, aussi douloureuse soit-elle. Sa voix s'est brisée complètement maintenant. Je ne sais pas comment tu vas réagir en entendant ceci, si tu vas me détester, si tu vas détester maman, si tu pourras encore me regarder de la même façon. Mais je veux que tu saches d'une chose, papa Pierre. Il a prononcé mon nom avec tant d'amour que mon cœur s'est complètement brisé. Tu es mon père, le seul père qui compte, le seul que j'ai jamais reconnu et que je reconnaîtrai toujours. Laurent Beaumont peut avoir contribué à mon ADN, mais c'est toi qui m'as fait devenir l'homme que je suis. C'est toi qui as assisté à mes matchs de rugby sous la pluie. C'est toi qui as passé des nuits blanches quand j'étais malade. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo, à nouer une cravate, à traiter les gens avec respect. Les sanglots étaient maintenant clairement audibles dans sa voix. C'est toi qui as économisé chaque centime pour que je puisse aller à l'université. C'est toi qui as été là à chaque moment important de ma vie. C'est toi que j'ai appelé papa pendant 38 ans, et c'est toi que je continuerai à appeler papa jusqu'à mon dernier souffle. Il y a eu un long moment de silence, juste le bruit de sa respiration irrégulière. Je t'aime, papa, plus que les mots ne peuvent le dire, et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner d'être le résultat d'un mensonge. J'espère que tu pourras pardonner à maman aussi, même si je comprends que ce sera difficile. Je pars pour Grenoble la semaine prochaine. Nouveau travail, nouveau départ. Loin de Lyon, loin de Laurent, loin de tous ses secrets. Et je veux que tu viennes avec nous, toi et maman, si tu veux encore d'elle. Emma a besoin de son papy Pierre. Et moi j'ai besoin de mon père. Un dernier silence, puis « Au revoir, papa. Je t'aime. Pour toujours. » L'enregistrement s'est arrêté. Je suis resté là, assis dans le bureau de mon fils mort, tenant ce petit appareil qui contenait ses dernières paroles pour moi. Les larmes coulaient sans arrêt, trempant ma chemise, mon pantalon. Thomas savait. Il avait tout découvert. Et sa dernière pensée, son dernier désir, était de me protéger, de me dire qu'il m'aimait, qu'il me reconnaissait comme son véritable père. Mais il n'avait jamais eu la chance de faire ce nouveau départ. Quelques jours après avoir enregistré ce message, il était mort sur ce chantier à Villeurbanne, un chantier où Laurent l'avait envoyé. Et soudain, une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Et si ce n'était pas un accident? Et si Laurent, sachant que Thomas allait partir, sachant qu'il allait tout révéler, avait fait quelque chose? Non, je ne pouvais pas penser ça. Pas maintenant, pas sans preuve. Mais le doute était planté, comme une graine empoisonnée. J'ai mis le dictaphone dans ma poche, pris le carnet noir et je suis sorti de l'appartement. J'avais rassemblé quelques vêtements pour Sophie et Emma, mais ce n'était plus important. Ce qui était important maintenant, c'était de rentrer à la maison et de confronter Hélène. Elle avait menti pendant 38 ans. Elle avait trompé non seulement moi, mais aussi notre fils. Elle avait laissé Laurent Beaumont s'infiltrer dans nos vies, manipuler notre famille, tout en gardant son secret. Il était temps d'avoir des réponses. Il était temps d'entendre la vérité de sa bouche. Dans la voiture, je conduisais comme un automate, les mots de Thomas résonnant encore dans ma tête. « Tu es mon père, le seul père qui compte. » Ces mots étaient à la fois le plus beau cadeau et la plus cruelle des tortures. Mon fils m'aimait, me reconnaissait, me choisissait malgré tout. Mais il était mort avant de pouvoir me le dire en personne. Mort avant de pouvoir commencer cette nouvelle vie loin des mensonges. Quand je suis arrivé à la maison, il faisait déjà nuit. Les lumières étaient allumées. Sophie et Emma étaient allées passer la soirée chez les parents de Sophie, me laissant seul avec Hélène pour la première fois depuis des jours. C'était le moment. J'ai garé la voiture, pris le dictaphone et le carnet, et je suis entré dans la maison où j'avais vécu presque toute ma vie adulte. La maison où nous avions élevé Thomas, où nous avions ri, pleuré, construit des souvenirs. La maison qui allait maintenant devenir le théâtre de la plus grande confrontation de ma vie.
Hélène était dans la cuisine, préparant le dîner. Elle s'est retournée en m'entendant entrer, un sourire fatigué sur le visage. « Pierre, tu es rentré? Comment ça s'est passé à l'appartement? Tu as pu trouver les affaires pour Sophie et Emma ?» Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais aimée pendant plus de 40 ans. Cette femme qui avait partagé ma vie, mon lit, mes rêves. Cette femme qui m'avait menti chaque jour de ces 38 dernières années. « Nous devons parler », ai-je dit, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Elle a dû voir quelque chose dans mon expression, parce que le sourire a immédiatement disparu de son visage. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé le dictaphone sur la table de la cuisine. J'ai trouvé ça dans le bureau de Thomas. Il l'a enregistré pour moi quelques jours avant sa mort. Le visage d'Hélène est devenu blanc comme un linge. Ses mains ont commencé à trembler. « Tu l'as écouté ?»« Oui, » ai-je répondu. J'ai tout écouté. Et à ce moment-là, le barrage s'est rompu. Toute la colère, toute la douleur, toute la trahison que j'avais retenues ont explosé. 38 ans, Hélène. 38 ans de mensonges. Hélène s'est effondrée sur la chaise de la cuisine, comme si ses jambes ne pouvaient en plus la porter. Son visage avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient violemment, agrippées au bord de la table. « Pierre, Sa voix était à peine un murmure. « Je peux tout expliquer. » « Expliquer ?» J'ai ri, mais c'était un rire sans joie, amer comme du fiel. « Tu vas m'expliquer comment tu m'as trompé pendant presque 4 décennies? Comment tu as laissé un autre homme élever son propre fils à travers moi? Comment tu as regardé notre fils grandir en sachant que chaque jour était construit sur un mensonge ?» Elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues. Mais je ne ressentais aucune pitié. Pas maintenant, pas après tout ce que je venais de découvrir. « Raconte-moi tout », ai-je ordonné, ma voix dure comme de l'acier. Du début, je veux savoir exactement comment tu as détruit notre vie. Hélène a pris une profonde inspiration tremblante, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. C'était en 1985, a-t-elle commencé, sa voix brisée. Tu te souviens de cette période? Nous essayons d'avoir un enfant depuis 7 ans. 7 longues années de déception, de tests médicaux, de faux espoirs. Les médecins avaient dit que tu avais une faible fertilité, que ce serait très difficile, peut-être impossible. Je me souvenais. Comment aurais-je pu oublier? La frustration, le sentiment d'échec de ne pas être assez homme pour donner un enfant à ma femme. J'étais désespéré, a-t-elle continué. Chaque mois, quand je voyais que je n'étais pas enceinte, c'était comme une mort. Je voyais toutes mes amies avec leurs bébés, leurs enfants. Et moi, j'avais les bras vides. Je me sentais brisé. Alors tu as décidé de coucher avec mon patron? Ai-je craché les mots avec mépris. Ce n'était pas comme ça. S'est-elle écriée, levant les yeux vers moi. Laurent est entré dans ma vie quand j'étais vulnérable. Tu travaillais jour et nuit, essayant de gagner assez d'argent. Tu étais absent émotionnellement, consumé par le stress du chômage, par la peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins. Donc c'est ma faute? La colère bouillonnait en moi. Non, elle a secoué la tête violemment. Non, ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Entièrement la mienne. Je suis la seule responsable. Mais j'essaie de te faire comprendre comment c'est arrivé. Elle a pris une autre inspiration tremblante. Laurent m'a offert ce travail de secrétaire. Il était charmant, attentif, il m'écoutait, il me faisait sentir, vivante, désirée, des choses que je ne ressentais plus depuis longtemps. Un soir, nous avons travaillé tard sur un projet important. Il a ouvert une bouteille de vin pour célébrer. Nous avons parlé, ri, et puis tu m'as trahi. Ai-je fini sa phrase, la voix glaciale. Elle a acquiescé, les larmes coulant plus fort maintenant. C'est arrivé 3 fois, Pierre, 3 fois en l'espace de 2 mois. Et puis je me suis rendu compte de ce que je faisais, de ce que je risquais de perdre. Je t'aimais, je t'ai toujours aimé. Laurent c'était une erreur, une énorme erreur. J'ai mis fin à la liaison. Et puis tu as découvert que tu étais enceinte. Oui, a-t-elle murmuré. 2 semaines après avoir rompu avec Laurent. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Après tant d'années d'essais infructueux, soudain j'étais enceinte. Je voulais tellement que ce soit ton enfant, Pierre. Je priais pour que ce soit le tien. Mais tu savais que ça ne l'était pas. Elle a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Par les dates, je savais que c'était presque impossible. Nous avions à peine été ensemble ces mois-là. Tu étais tellement stressé, tellement préoccupé. Mais j'ai choisi de croire que c'était un miracle. Que Dieu nous avait enfin donné l'enfant que nous désirions tant. Un miracle? J'ai craché le mot. Tu appelles ça un miracle? C'était une trahison, un mensonge. Je sais. Elle sanglotait maintenant. Je sais, Pierre. Je le sais depuis 38 ans. Chaque jour, chaque heure, j'ai porté ce poids. Mais quand j'ai vu ton visage à la maternité,
Quand tu as tenu Thomas pour la première fois, quand j'ai vu à quel point tu l'aimais déjà, comment aurais-je pu te l'enlever? Comment aurais-je pu te dire que cet enfant que tu aimais tant n'était pas le tien? Tu aurais dû me dire la vérité. J'ai frappé la table de mon poing, la faisant trembler. Dès le début, tu m'as volé le droit de choisir. Tu m'as volé le droit de savoir. Tu as raison, a-t-elle admis, sa voix à peine audible. Tu as absolument raison. J'ai été lâche. J'ai été égoïste. Je voulais tout avoir. Toi, l'enfant, la famille que nous avions toujours voulu. Alors j'ai gardé le secret. J'ai prié pour que personne ne découvre jamais. Je me suis assis lourdement sur la chaise en face d'elle, soudain épuisé par toute cette rage. Et Laurent? Il savait depuis le début? Elle a acquiescé. Je lui ai dit quand j'ai découvert la grossesse. Il voulait que je quitte tout, que je parte avec lui. Il était prêt à divorcer de sa femme, à assumer la paternité publiquement. Mais je ne voulais pas. Je t'aimais, Pierre. Malgré l'erreur que j'avais commise, je t'aimais. Alors pourquoi l'as-tu laissé revenir dans nos vies? Ai-je demandé. Pourquoi l'as-tu laissé s'approcher de Thomas? Hélène a fermé les yeux comme si le souvenir était douloureux. Les premières années, je l'ai tenu à distance. J'ai quitté mon travail au cabinet après la naissance de Thomas. J'ai coupé tout contact avec Laurent. Mais quand tu as perdu ton emploi à l'imprimerie, quand nous avions du mal à joindre les deux bouts, il m'a contacté. Il a dit qu'il voulait t'aider, que c'était son droit en tant que père biologique. Son droit? Ma voix était pleine de mépris. Il a proposé de créer un fonds pour l'éducation de Thomas, de payer discrètement pour ses besoins. Au début, j'ai refusé. Mais puis tu as trouvé ce travail à la mairie, les choses se sont stabilisées, et j'ai pensé que je pouvais gérer la situation. Je suis retourné travailler pour lui, en pensant que je pourrais contrôler son implication dans la vie de Thomas. Elle a ri amèrement. Mais Laurent n'est pas un homme qu'on contrôle. Petit à petit, il s'est inséré dans notre famille. Il apportait des livres pour Thomas. Il l'emmenait voir des chantiers. Il devenait une sorte d'oncle, de mentor. Et Thomas l'admirait tellement, parce qu'il ne savait pas la vérité, ai-je dit froidement. Notre fils admirait l'homme qui avait couché avec sa mère, l'homme qui m'avait trahi, sans même le savoir. Hélène pleurait maintenant de façon incontrôlable. Je sais à quel point c'est horrible. Je le sais. Chaque fois que je les voyais ensemble, chaque fois que Thomas parlait de Laurent avec admiration, c'était comme un poignard dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Dire la vérité aurait détruit toute notre famille. Et maintenant? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Maintenant que Thomas est mort? Maintenant qu'il a découvert la vérité tout seul, et qu'il est mort en sachant que toute sa vie était un mensonge? Tu penses que la famille n'est pas détruite? Elle m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. Thomas, il savait? Oui, ai-je répondu. Il a tout découvert il y a 3 semaines. Il a trouvé les emails sur l'ordinateur du cabinet. Il a confronté Laurent. Il t'a confronté aussi, apparemment. Hélène a pâli encore plus, si c'était possible. Il ne m'a rien dit de précis. Il est juste venu me voir. Il m'a posé des questions sur le passé, sur Laurent. J'ai compris qu'il se doutait de quelque chose, mais je ne savais pas qu'il avait découvert la vérité complète. Il prévoyait de partir, ai-je dit. Il avait accepté un poste à Grenoble. Il voulait s'éloigner de Lyon, de Laurent, de tous ses mensonges. Il allait tout me dire. Il avait enregistré ce message pour moi. Le visage d'Hélène s'est décomposé. Oh mon Dieu, Thomas allait partir? Il allait quitter le cabinet? Oui, ai-je confirmé. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec Laurent. Il disait qu'il ne pouvait pas travailler pour l'homme qui avait trompé son père pendant toute sa vie. Un silence lourd est tombé sur la cuisine. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul son, amplifiant le gouffre entre nous. Pierre, a finalement dit Hélène, sa voix tremblante. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches une chose. Chaque jour de ces 38 années, je t'ai aimé. Mon amour pour toi n'a jamais été un mensonge. Laurent était une erreur, un moment de faiblesse. Mais toi, tu as toujours été mon véritable amour. J'ai ri amèrement. Ton amour? Tu appelles ça de l'amour? L'amour ne ment pas, Hélène. L'amour ne trahit pas. L'amour ne construit pas une vie entière sur un mensonge. Tu as raison, a-t-elle murmuré. Tu as raison sur tout. Je ne peux rien dire pour ma défense. Je peux juste te demander de ne pas laisser mon erreur détruire les souvenirs que nous avons construits. Thomas t'aimait, Pierre. Il t'a choisi. Il a écrit ça dans son message, n'est-ce pas? Que tu étais son véritable père. Les larmes sont revenues à mes yeux malgré moi. Oui, ai-je admis. Il a dit que j'étais le seul père qui comptait, que Laurent pouvait lui avoir donné ses gènes, mais que moi, je lui avais donné son caractère, ses valeurs. Parce que c'est vrai,
a dit Hélène avec ferveur. Tu as été un père extraordinaire, Pierre, le meilleur père que Thomas aurait pu avoir. Rien de ce que j'ai fait, aucun de mes mensonges ne peut changer ça. Tu l'as élevé, tu l'as aimé, tu l'as formé. Il était ton fils dans tous les sens qui comptent vraiment. Mais pas dans le sens du sang, ai-je répondu amèrement. Pas dans le sens de la vérité. Hélène a tendu la main vers moi à travers la table, mais je l'ai retirée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A-t-elle demandé, la peur évidente dans sa voix. Tu vas me quitter? J'ai regardé cette femme avec qui j'avais partagé plus de 40 ans de ma vie. Cette femme qui m'avait donné de la joie, du réconfort, de la compagnie, mais qui m'avait aussi donné le plus grand mensonge qu'un homme puisse porter. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec toi après ça. Je ne sais pas si je peux te regarder sans penser à la trahison, au mensonge. Et Emma? A-t-elle demandé doucement. Qu'est-ce qu'on va dire à Emma? La mention de ma petite fille a touché quelque chose de profond en moi. Emma ne saura rien, ai-je dit fermement. Elle vient de perdre son père. Elle n'a pas besoin de découvrir que toute sa famille est construite sur un mensonge. Elle n'a pas besoin de savoir que son grand-père n'est pas vraiment son grand-père. Tu es son grand-père, a insisté Hélène, dans tous les sens qui comptent, tout comme tu étais le père de Thomas. Je me suis levé, épuisé émotionnellement et physiquement. J'ai besoin de temps, ai-je dit. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à tout ça, pour décider ce que je veux faire. Où vas-tu aller? A demandé Hélène, paniquée. Je ne sais pas. Peut-être chez mon frère. Peut-être dans un hôtel. N'importe où, sauf ici, dans cette maison pleine de mensonges. Pierre, s'il te plaît. Elle s'est levée, essayant de s'approcher de moi. Non, ai-je dit fermement, reculant. Ne me touche pas. Pas maintenant. Peut-être jamais plus. Je suis sorti de la cuisine et pris ma veste dans l'entrée. Pierre, a crié Hélène derrière moi. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous devons en parler. Nous avons déjà parlé, ai-je répondu sans me retourner. Et maintenant j'ai besoin de silence. J'ai besoin de penser. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit froide de novembre. Derrière moi, j'ai entendu Hélène sangloter, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Pas maintenant. Mon monde venait de s'effondrer pour la deuxième fois en une semaine. D'abord la mort de mon fils. Maintenant la révélation que toute ma vie avait été un mensonge. Et quelque part dans cette nuit froide et sombre, je devais trouver un moyen de continuer à respirer, à vivre, malgré la douleur qui menaçait de m'engloutir complètement. J'ai roulé sans but pendant près d'1 heure dans les rues de Lyon. La ville était calme à cette heure-là, les lumières des réverbères créant des halos oranges dans la brume de novembre. Je ne savais pas où aller. Mon frère habitait à l'autre bout de la ville, et il était tard pour débarquer chez lui sans prévenir. Finalement, je me suis retrouvé garé devant les quais de Saône, près du vieux Lyon. C'était un endroit que Thomas adorait quand il était enfant. Nous venions ici les dimanches après-midi, nous nous asseyions sur les bancs et regardions les bateaux passer, les touristes se promener. « Papa, un jour je construirai un bâtiment ici », m'avait-il dit une fois, pointant du doigt vers la colline de Fourvière. Un beau bâtiment qui restera là pendant 100 ans. Je suis sorti de la voiture et me suis assis sur un banc face à la rivière. Le froid de novembre mordait ma peau, mais je m'en fichais. La douleur physique était presque un soulagement comparé à la douleur qui déchirait ma poitrine. Mon fils était mort. L'homme que j'avais élevé, que j'avais aimé comme mon propre sang pendant 38 ans, n'était pas biologiquement le mien. Ma femme m'avait trahi. Et l'homme qui était responsable de tout ça continuait sa vie, continuait à respirer alors que mon fils, mon Thomas, était sous terre. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je devais confronter Laurent Beaumont. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Cette nuit même, j'ai regardé ma montre, 22h47. Tard, mais pas trop tard. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché l'adresse de Laurent. Je savais qu'il habitait dans une grande maison à Caluire-et-Cuire, un quartier chic au nord de Lyon. Une de ces maisons que seuls les gens très riches peuvent s'offrir. La maison qu'il avait payée en partie, avec l'argent qu'il aurait dû dépenser pour élever son propre fils. J'ai redémarré la voiture et me suis dirigé vers Caluire. Le trajet a pris 20 minutes. La maison de Laurent était exactement comme je l'imaginais, imposante, moderne, avec un grand portail en fer forgé et un jardin impeccablement entretenu même en hiver. Il y avait de la lumière au rez-de-chaussée. Il était encore réveillé. Je suis sorti de la voiture et j'ai appuyé sur l'interphone. Après quelques secondes, une voix grésillante a répondu. « Oui, Laurent, c'est Pierre Duchamp. Nous devons parler. » Un long silence. « Pierre, il est tard. Peut-être demain. » Maintenant, ai-je interrompu, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Ou je fais un scandale ici même, devant chez toi.
et je réveille tout le quartier. Après une autre pause, le portail s'est ouvert avec un bourdonnement électrique. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'arrive. Laurent se tenait là, vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise blanche aux manches retroussées. Il avait vieilli depuis les funérailles. Son visage était plus creusé, ses yeux cernés. Le deuil, même le sien, laissait des marques. « Entre », a-t-il dit simplement, s'écartant pour me laisser passer. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, luxueux, moderne, impersonnel. Des œuvres d'art contemporains au mur, des meubles design, un sol en marbre qui brillait sous les lumières indirectes. Tout l'opposé de ma modeste maison dans le 7e arrondissement. « Ma femme dort à l'étage », a dit Laurent. « Parlons dans mon bureau. » Je l'ai suivi à travers un couloir jusqu'à une grande pièce qui servait clairement de bureau à domicile. Des plans d'architecture étaient étalés sur une grande table, des maquettes de bâtiments sur des étagères. Sur un mur, des photos encadrées de projets réalisés. Et là, au milieu de toutes ces photos professionnelles, une seule photo personnelle. Thomas, le jour de son diplôme, souriant à l'objectif. Mon sang s'est glacé en la voyant. « Tu n'as pas le droit », ai-je dit, pointant la photo du doigt. « Tu n'as pas le droit d'avoir ça ici. » Laurent a suivi mon regard et son visage s'est contracté de douleur. C'était mon fils aussi, Pierre. « Ton fils ?» J'ai ri, un rire dur et sans joie. « Tu oses dire ça? Où étais-tu quand il pleurait la nuit avec des cauchemars? Où étais-tu quand il s'est cassé le bras en tombant de son vélo? Où étais-tu lors de sa première journée d'école, de son premier chagrin d'amour, de toutes ces petites choses qui font qu'on est un père? »« Je sais, » a dit Laurent doucement, s'asseyant lourdement dans son fauteuil de bureau. « Je sais que je n'ai pas été là pour tout ça. Crois-moi, j'aurais voulu. » « Alors pourquoi ?» ai-je demandé, restant debout, trop agité pour m'asseoir. « Pourquoi avoir eu cette liaison avec Hélène? Pourquoi avoir détruit ma famille ?» Laurent a passé une main fatiguée sur son visage. « Tu veux la vérité? La vraie vérité? C'est pour ça que je suis ici. » Il a pris une profonde inspiration. Je suis tombé amoureux d'elle. Dès le premier jour où Hélène est venue travailler pour moi, je suis tombé amoureux. Elle est magnifique, intelligente, douce. Et elle semblait si malheureuse. Malheureuse? J'ai senti la colère monter en moi. Nous essayions d'avoir un enfant. C'était difficile pour nous deux. Je sais, a dit Laurent, et j'ai profité de sa vulnérabilité. Je ne suis pas fier de ça, Pierre. J'étais moi-même marié, moi-même malheureux dans mon mariage. Véronique et moi, nous étions mariés par convenance, pas par amour. Nos familles avaient arrangé ça. Et puis Hélène est arrivée, et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose de réel. « Alors tu as couché avec la femme d'un autre homme ?» ai-je dit avec mépris. « Oui, » a-t-il admis sans détour. « Je l'ai fait, et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai pensé que c'était ma chance. Ma chance d'avoir une vraie famille, avec une femme que j'aimais vraiment. Mais elle ne voulait pas de toi. Non, a-t-il dit amèrement. Elle t'aimait. Elle a toujours t'aimé. Elle m'a dit clairement qu'elle ne quitterait jamais son mari, que l'enfant serait élevé comme le tien. Elle m'a demandé de rester à l'écart. Mais tu ne l'as pas fait, ai-je souligné. Tu t'es insinué dans nos vies. Tu as manipulé la situation pour rester proche de ton fils. » Laurent s'est levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur son jardin illuminé. Au début, je l'ai fait. Pendant les premières années, j'ai respecté sa décision. Mais c'était un enfer, Pierre. Un enfer de savoir que j'avais un fils quelque part à Lyon. Un fils que je ne pouvais pas voir, ne pouvais pas toucher, ne pouvais pas élever. Chaque jour qui passait était une torture. Tu aurais dû penser à ça avant de coucher avec elle, ai-je dit froidement. Tu as raison, a-t-il acquiescé. J'aurais dû, mais on ne peut pas revenir en arrière. Quand tu as perdu ton emploi, quand Hélène m'a contacté pour demander de l'aide, j'ai vu ma chance. Ma chance de faire partie de la vie de Thomas, même de loin. Il s'est retourné pour me faire face. Tu penses que c'était facile pour moi? Regarder mon fils grandir en appelant un autre homme papa? Le voir avec toi lors des matchs de rugby, lors des fêtes de famille? Savoir qu'il t'aimait, qu'il t'admirait alors que moi j'étais juste le patron généreux de sa mère? Tu n'as que ce que tu méritais, ai-je répliqué sans pitié. Peut-être, a-t-il admis, mais ça ne rendait pas la douleur moins réelle. Et quand Thomas a grandi, quand il a montré un intérêt pour l'architecture, j'ai vu une opportunité, une façon d'être dans sa vie, de lui transmettre mes connaissances, de construire une relation avec lui, une relation basée sur le mensonge. Oui, a-t-il dit simplement, tout comme ta relation avec lui. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, parce que c'était vrai, même si je ne voulais pas l'admettre. Ma relation avec Thomas avait aussi été basée sur un mensonge. Pas un mensonge que j'avais créé, mais un mensonge dont j'avais été victime. Il savait, ai-je dit finalement. Thomas savait.
Il a découvert la vérité il y a 3 semaines. Laurent a pâli visiblement. Je sais. Il est venu me voir. Il était furieux, dévasté. Il m'a dit qu'il me détestait, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, qu'il quittait le cabinet. « Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai essayé de le raisonner, » a dit Laurent. Je lui ai expliqué que je l'aimais, que j'avais toujours voulu être dans sa vie, que ce n'était pas sa faute, ni la tienne, que c'était entre Hélène et moi. Et il m'a dit que j'étais un lâche, que j'avais eu 38 ans pour dire la vérité et que j'avais choisi le mensonge. Il m'a dit que tu étais 10 fois l'homme que je serais jamais, même avec tout mon argent et mon succès. Malgré ma colère, malgré ma douleur, ces paroles de mon fils m'ont réchauffé le cœur. Puis il m'a dit qu'il partait, qu'il avait accepté un poste à Grenoble et qu'il ne voulait plus me voir. Laurent s'est rassis, l'air soudainement plus vieux de 10 ans. J'ai paniqué. L'idée de le perdre complètement, de ne plus jamais le voir. Je lui ai demandé de faire une dernière chose pour moi. Une dernière inspection sur le chantier de Villeurbanne. Un projet important. Je lui ai dit qu'après ça, il serait libre de partir. Mon sang s'est glacé. Tu l'as envoyé sur ce chantier ? Le chantier où il est mort ? Laurent a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Je ne savais pas que les échafaudages n'étaient pas sécurisés. Je jure devant Dieu que je ne savais pas. L'entreprise de construction avait assuré que tout était aux normes. C'était censé être une simple inspection de routine. Mais tu l'as envoyé là-bas ? Oui, a-t-il admis, sa voix brisée. Je l'ai envoyé là-bas, et maintenant il est mort. Mon fils est mort, et c'est ma faute. Si je ne l'avais pas supplié de faire cette dernière mission, il serait toujours en vie. Il serait à Grenoble maintenant, commençant sa nouvelle vie loin de tout ça. Il s'est effondré, son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots. Chaque nuit, je vois son visage. Chaque nuit, je me demande si les choses auraient été différentes si j'avais juste laissé partir, si j'avais respecté sa décision au lieu d'être égoïste, de vouloir une dernière chance de le voir, de lui parler. Je l'ai regardé pleurer, cet homme puissant et riche réduit à un père en deuil. Et malgré toute ma colère, malgré toute ma haine, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié, parce qu'au final, nous étions tous les deux dans le même bateau. 2 hommes qui avaient aimé le même garçon, qui l'avaient perdu, et qui devaient maintenant vivre avec ce vide insupportable. Il m'a laissé un message, ai-je dit finalement. Thomas. Il a enregistré un message pour moi avant de mourir. Il m'a dit que j'étais son véritable père, que tu pouvais lui avoir donné tes gènes, mais que moi, je lui avais donné son caractère, ses valeurs. Laurent a levé les yeux vers moi, le visage ravagé par le chagrin. Il avait raison. Tu étais son véritable père, Pierre, dans tous les sens qui comptent. Je n'étais qu'un donneur de sperme qui a eu la chance de pouvoir observer de loin. Un long silence s'est installé entre nous. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Pierre ?» a finalement demandé Laurent. « De l'argent ? Je peux créer un fonds pour Emma, pour Sophie. Je peux. Je ne veux pas de ton argent. » ai-je interrompu fermement. « Je veux que tu disparaisses de nos vies. Complètement. Plus de visites, plus de cadeaux, plus d'apparitions aux événements familiaux. Tu as fait assez de dégâts comme ça. » Laurent a acquiescé lentement. « Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Mais puis-je au moins créer un fonds éducatif pour Emma, sans mon nom attaché, juste pour m'assurer qu'elle aura toutes les opportunités ?» J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. « D'accord, mais administré par Sophie, et sans que personne ne sache d'où vient l'argent. Emma ne doit jamais savoir. Elle ne saura pas, m'a promis Laurent. Personne ne saura. Le secret mourra avec nous. » Je me suis dirigé vers la porte, prêt à partir, mais je me suis arrêté. « Une dernière chose, Laurent. Thomas t'a pardonné ?» Il a secoué la tête lentement. « Non. La dernière chose qu'il m'a dite, c'était qu'il ne voulait plus jamais me revoir, qu'il espérait ne jamais redevenir comme moi, quelqu'un qui choisit le mensonge plutôt que la vérité. Bien, ai-je dit simplement. Au moins, il est mort en sachant qui étaient les vrais héros et qui étaient les lâches. Je suis sorti du bureau, laissant Laurent Beaumont seul avec ses remords et sa culpabilité. Une partie de moi se sentait mieux d'avoir eu cette confrontation, d'avoir dit ce que j'avais à dire. Mais une autre partie, une partie plus grande, se sentait juste, vide. Parce qu'au final, que cela change-t-il ? Mon fils était toujours mort. Ma vie était toujours basée sur un mensonge. Et j'avais toujours devant moi la tâche impossible de décider comment continuer à partir d'ici. Je suis sorti de la maison de Laurent Beaumont avec un sentiment étrange de vide. Ce n'était pas du soulagement, ni de la satisfaction. C'était juste du vide. Comme si j'avais dépensé toute ma colère, toute mon énergie et qu'il ne restait plus rien. Il était presque minuit quand je suis remonté dans ma voiture.
Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Pas encore. Pas après tout ce qui s'était passé ce soir. J'ai finalement appelé mon frère aîné, Marcel. « Allô ?» Sa voix était endormie, confuse. « Marcel, c'est Pierre. Je peux venir dormir chez toi cette nuit ?» Il y a eu un silence. Puis sa voix est devenue immédiatement alerte. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose avec Hélène? Avec Emma? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Merci, Marcel. » Mon frère habitait à Oulin, au sud de Lyon. Le trajet m'a pris une vingtaine de minutes. Quand je suis arrivé, il m'attendait à la porte, vêtu d'une robe de chambre, l'air inquiet. « Entre », a-t-il dit simplement, me serrant dans ses bras. « Jacqueline dort, mais je lui ai dit que tu venais. Elle te prépare le lit dans la chambre d'amis. » Nous nous sommes assis dans sa cuisine et il m'a servi un verre de cognac sans poser de questions. Il savait que je parlerais quand je serais prêt. J'ai bu une gorgée, sentant l'alcool brûler ma gorge, me réchauffer de l'intérieur. Thomas n'était pas mon fils biologique, ai-je dit finalement, les mots sortant comme une confession. Marcel a failli lâcher son verre. Quoi? Hélène a eu une liaison en 1985, avec Laurent Beaumont. Thomas était son fils. J'ai tout raconté à mon frère. Les emails que Thomas avait trouvés, le message qu'il avait enregistré pour moi, ma confrontation avec Hélène, ma visite chez Laurent. Tout. Marcel m'a écouté en silence, son visage passant par une gamme d'émotions. Choc, colère, tristesse, incrédulité. « Mon Dieu, Pierre », a-t-il finalement dit quand j'ai terminé. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu te sens? J'ai ri amèrement. Je ne sais pas. C'est comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter tout ça. Mon fils est mort, et maintenant je découvre qu'il n'était même pas vraiment mon fils, que toute ma vie était un mensonge. Il était ton fils, a dit Marcel fermement. Sang ou pas sang, il était ton fils. Tu l'as élevé, tu l'as aimé. Rien ne peut changer ça. C'est ce que Thomas a dit dans son message, ai-je murmuré, que j'étais son véritable père. Parce que c'était vrai, a insisté Marcel. La biologie ne fait pas un père, Pierre. L'amour le fait, la présence le fait, le sacrifice le fait. Et tu as fait tout ça et plus encore. Ces mots étaient réconfortants, mais ils ne pouvaient pas combler le vide que je ressentais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Marcel. Pour toi et Hélène? Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut divorcer, partir, ne plus jamais la revoir. Mais une autre partie pense à Emma. Elle vient de perdre son père. Si moi aussi je disparais, si je brise la famille encore plus, Emma ne doit pas savoir, a dit Marcel immédiatement. Cette petite fille a assez souffert. Non, elle ne saura pas, ai-je confirmé. Ni elle, ni Sophie. Ce secret restera entre Hélène, Laurent et moi. Et maintenant toi. Marcel a posé sa main sur la mienne. Ton secret est en sécurité avec moi, petit frère. Et quoi que tu décides de faire, je serai là pour te soutenir. J'ai passé cette nuit-là dans la chambre d'amis de mon frère, fixant le plafond dans le noir. Le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Thomas, parfois enfant, souriant et insouciant, parfois adulte, me regardant avec respect et amour. Tu es mon père, le seul père qui compte. Ces mots résonnaient encore et encore dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, malgré le manque de sommeil. Jacqueline, la femme de Marcel, m'a préparé un petit déjeuner copieux, même si je n'avais pas d'appétit. « Mange, Pierre », a-t-elle insisté gentiment. « Tu dois garder tes forces, pour Emma, si ce n'est pour toi-même. » Elle avait raison. Emma avait besoin de moi. Peu importe ce qui se passait entre Hélène et moi, cette petite fille de 7 ans venait de perdre son père et avait besoin de stabilité, d'amour, de présence. J'ai vérifié mon téléphone. 15 appels manqués d'Hélène, 10 messages textes. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas prêt à lui parler. Pas encore. Mais il y avait aussi un message de Sophie. « Pierre, où êtes-vous? Emma demande après vous. Elle a fait un cauchemar cette nuit et vous appelait. Mon cœur s'est serré. Ma petite Emma avait besoin de moi et j'étais là à me morfondre sur mes propres problèmes. J'ai appelé Sophie immédiatement. « Pierre ?» Sa voix était soulagée. « Où êtes-vous? Hélène est folle d'inquiétude. Elle dit que vous êtes parti hier soir et que vous n'êtes pas rentré. Je suis chez mon frère, ai-je dit. Sophie, j'ai eu besoin d'espace. Hélène et moi, nous avons eu une dispute. Oh, il y a eu un silence gênant. Je comprends. Ces derniers jours ont été difficiles pour tout le monde. Mais Emma, elle a vraiment besoin de vous voir. Elle ne comprend pas pourquoi son papy n'est pas là. J'arrive, ai-je dit immédiatement. Dis-lui que papy Pierre arrive tout de suite. 1 heure plus tard, j'étais de retour à la maison. Ma voiture dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration avant d'entrer. Je ne savais pas comment j'allais affronter Hélène, mais pour Emma,
Je devais essayer. La porte s'est ouverte avant que je puisse utiliser ma clé. Hélène se tenait là, les yeux rouges et gonflés. Elle avait manifestement pleuré toute la nuit. « Pierre » a-t-elle commencé. « Pas maintenant » ai-je dit doucement mais fermement. Emma est là, dans le salon avec Sophie. J'ai marché devant elle sans un autre mot. Dans le salon, Emma était assise sur le canapé avec Sophie, feuilletant un livre d'images. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Papy Pierre » a-t-elle crié, sautant du canapé et courant vers moi. Je l'ai attrapée dans mes bras, la serrant fort contre moi. Elle sentait le shampoing pour enfants et les biscuits au chocolat. L'innocence pure. « Tu es parti » a-t-elle murmuré contre mon épaule. « J'ai cru que tu étais parti pour toujours comme papa. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. « Non, ma chérie, » ai-je dit, ma voix tremblante. « Papy ne va nulle part. Je serai toujours là pour toi. Toujours. » Elle s'est reculée pour me regarder dans les yeux, ses petits yeux verts, les mêmes yeux que Thomas, les mêmes yeux que Laurent Beaumont, pleins d'espoir et de peur. « Tu promets ?»« Je promets, » ai-je dit fermement. « Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. » C'était une phrase ridicule que je lui disais toujours quand elle était plus petite. Elle a souri à travers ses larmes. « Croix de bois, croix de fer », a-t-elle répété. Sophie s'est approchée, me serrant aussi dans ses bras. « Merci d'être revenu, Pierre. Nous avons tous besoin de vous. » Les jours suivants ont établi une nouvelle routine douloureuse. Sophie et Emma sont retournées dans leur appartement, mais elles venaient nous voir tous les jours. Je passais mes journées avec Emma, l'aidant avec ses devoirs, jouant avec elle dans le parc, faisant tout ce que je pouvais pour ramener un peu de normalité dans sa vie brisée. Avec Hélène, c'était plus compliqué. Nous coexistions sous le même toit, mais c'était tout. Nous dormions dans des chambres séparées. Nous parlions à peine, seulement le strict nécessaire, et toujours avec une politesse glaciale qui était peut-être pire que les cris. Un soir, environ 2 semaines après la grande confrontation, Emma et moi étions dans mon atelier, un petit espace dans le garage où je restaurais des objets anciens. Je lui apprenais à poncer un vieux cadre photo en bois. « Papy » a-t-elle dit soudainement, concentrée sur son travail. « Est-ce que papa est au ciel ?» La question m'a surpris. Nous avions évité de parler de Thomas en termes aussi directs. « Je pense que oui, ma chérie », ai-je répondu prudemment. « Pourquoi tu demandes ?»« Parce que maman dit qu'il nous regarde de là-haut, qu'il veille sur nous. » Elle a levé les yeux vers moi. « Tu crois que c'est vrai ?» J'ai posé mon outil et me suis agenouillé pour être à sa hauteur. « Je crois que ton papa t'aimait plus que tout au monde. Et si l'amour peut traverser la mort, et je pense que oui, alors oui, il veille sur toi, sur nous tous. Est-ce qu'il voit tout ce qu'on fait? Je pense qu'il voit les choses importantes, les moments qui comptent. » Elle a réfléchi à ça pendant un moment, puis a demandé « Est-ce qu'il sait que tu es triste, papy ?» Ces mots m'ont touché profondément. Cette petite fille, malgré son propre chagrin, remarquait ma douleur. « Oui, ai-je admis, je suis triste. Ton papa il était très spécial pour moi. Il t'aimait beaucoup, » a dit Emma avec la sagesse simple des enfants. « Il disait toujours que tu étais le meilleur papa du monde, qu'il voulait être un papa exactement comme toi. » Les larmes me sont montées aux yeux malgré moi. Il était un excellent papa, Emma. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il t'aimait de tout son cœur, tout comme je l'aimais, et tout comme je t'aime. Elle a sauté dans mes bras, me serrant fort. « Je t'aime aussi, papy Pierre, plus que les étoiles dans le ciel. » C'était une phrase que je lui disais toujours quand elle était petite. L'entendre me la dire en retour a été à la fois doux et déchirant. Ce soir-là, après qu'Emma et Sophie soient parties, j'ai trouvé Hélène assise dans la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains, regardant dans le vide. « Pierre » a-t-elle dit quand elle m'a vu, « on peut parler, s'il te plaît ?» J'ai hésité, puis je me suis assis en face d'elle. C'était la première vraie conversation que nous avions depuis cette terrible nuit. « Je sais que tu me détestes » a-t-elle commencé, sa voix tremblante. « Et je le comprends. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu l'as fait, ai-je dit simplement. Pendant 38 ans, je sais. » Elle a fermé les yeux. Chaque jour, j'ai vécu avec ce poids. Chaque fois que je te regardais avec Thomas, chaque fois que tu disais à quel point tu étais fier de lui, c'était comme un couteau dans mon cœur. Tu aurais pu dire la vérité à tout moment. J'aurais pu, a-t-elle admis. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Comment dire à mon mari de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, que notre vie entière était basée sur un mensonge? Comment détruire tout ce que nous avions construit? Alors tu as préféré continuer à mentir. Oui, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant. Je sais que c'était lâche, je sais que c'était mal, mais je t'aimais tellement, Pierre.
Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas perdre notre famille. Mais tu nous as perdus quand même, ai-je dit doucement. Thomas est mort. Et notre mariage? Je ne sais pas s'il peut survivre à ça. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais. Et si tu veux divorcer, si tu veux partir, je ne m'opposerai pas. Tu as tout le droit d'être en colère, de me détester. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Et j'ai été surpris de réaliser que c'était vrai. Je suis en colère, oui. Je suis blessé, dévasté même. Mais te détester? Non. On ne peut pas détester quelqu'un qu'on a aimé pendant plus de 40 ans. Pas complètement. Elle a levé les yeux vers moi, un espoir fragile dans son regard. Alors il y a une chance que nous puissions surmonter ça? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, Hélène. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense à Emma, à Sophie, à ce qui reste de notre famille. Je ne veux pas causer plus de douleur, plus de destruction. Mais en même temps, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je ne sais pas si je peux dormir à côté de toi en sachant ce que je sais maintenant. Je comprends, a-t-elle dit. Et je ne te demande pas de me pardonner immédiatement, ni même jamais. Je te demande juste une chance de te montrer que même si j'ai menti sur ça, mon amour pour toi était réel, et réel. J'ai regardé cette femme que j'avais épousée il y a si longtemps. Elle avait vieilli, comme moi, des rides au coin des yeux, des fils gris dans ses cheveux noirs. Mais elle était toujours Hélène, la femme qui avait ri avec moi, pleuré avec moi, construit une vie avec moi. Une vie basée sur un mensonge, certes, mais une vie qui avait aussi eu de vrais moments de bonheur, de vraie beauté. D'accord, ai-je dit finalement. Pas pour toi, pas encore, mais pour Emma, pour Sophie, pour la mémoire de Thomas. Je vais essayer. Le soulagement sur son visage était palpable. Merci, Pierre. Je te promets que je ferai tout pour regagner ta confiance. Même si ça prend le reste de ma vie. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi un peu mieux. Pas bien, pas profondément, mais mieux. Parce que j'avais pris une décision. J'allais rester. Pas parce que j'avais pardonné Hélène. Je ne l'avais pas. Pas parce que je comprenais ou acceptais ce qu'elle avait fait. Je ne le faisais pas. Mais pour Emma. Pour cette petite fille qui avait déjà perdu son père et qui avait besoin de stabilité, d'amour, d'une famille, même une famille brisée. Et peut-être, juste peut-être, pour moi aussi. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'avais si je partais? Une vie solitaire, pleine d'amertume et de regrets? Non. Si Thomas m'avait appris quelque chose, c'était que la famille, la vraie famille, n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'amour, le sacrifice, la présence. Et malgré tout, j'aimais encore ma famille. Mon Emma, ma Sophie, même Hélène, d'une certaine façon tordue et compliquée. La route vers la guérison serait longue, peut-être impossible, mais j'allais essayer. Pour Thomas et pour moi-même. Les mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie, non pas à cause d'un événement dramatique unique, mais à cause de la lente et douloureuse reconstruction de ce qui restait de notre famille. C'était comme essayer de recoller un vase brisé en 1000 morceaux. On pouvait essayer, on pouvait mettre de la colle, mais les fissures resteraient toujours visibles, et certains morceaux étaient perdus à jamais. Décembre est arrivé avec son froid mordant et ses préparatifs de Noël. Le premier Noël sans Thomas. L'idée même de célébrer quoi que ce soit semblait obscène, mais Emma avait besoin de normalité, de tradition, de quelque chose qui ressemble à la vie d'avant. « Est-ce qu'on va avoir un sapin cette année ?» a-t-elle demandé un dimanche après-midi, alors que nous marchions dans le parc de la Tête d'Or, emmitouflés dans nos manteaux d'hiver. J'ai regardé Sophie, cherchant une réponse dans ses yeux. Elle a hoché la tête imperceptiblement. « Bien sûr, ma chérie, ai-je dit. Ton papa aurait voulu que nous célébrions Noël. Il adorait cette période de l'année. » C'était vrai. Thomas avait toujours été comme un enfant à Noël, même adulte. Il insistait pour décorer le sapin lui-même, pour mettre des guirlandes partout, pour cuisiner les 13 desserts provençaux même si nous étions à Lyon. « Est-ce qu'on peut mettre l'étoile de papa en haut du sapin ?» a demandé Emma. Celle qu'il avait faite à l'école quand il était petit. Je me souvenais de cette étoile. Une création maladroite en carton doré et paillettes que Thomas avait fabriquée en CP. Hélène l'avait gardée précieusement pendant plus de 30 ans, et Thomas insistait pour la mettre en haut de son sapin chaque année. « Oui, ai-je dit, ma gorge se serrant. On mettra l'étoile de papa. » Le week-end suivant, nous avons tous été acheter un sapin ensemble. Moi, Hélène, Sophie et Emma. C'était la première activité familiale que nous faisions depuis la mort de Thomas, depuis que j'avais découvert la vérité. L'atmosphère était tendue, artificielle. Hélène et moi évitions soigneusement de nous toucher, de trop nous rapprocher. Sophie le remarquait. Je le voyais dans ses regards inquiets,
Mais elle ne disait rien. Elle avait ses propres démons à combattre. Emma, dans son innocence enfantine, était la seule lumière dans tout ça. Elle courait entre les sapins, touchant les branches, riant quand les aiguilles la piquaient. « Celui-là, papy !» criait-elle. « Non, attends, celui-là ? Non, celui-ci. » Finalement, nous avons choisi un grand sapin Norman qui a pris presque toute la place dans le coffre de ma voiture. De retour à la maison, j'ai passé 1 heure à l'installer dans le salon, pendant qu'Emma sautillait autour de moi avec impatience. « Est-ce qu'on peut décorer maintenant ? S'il te plaît, papy ? Laisse ton grand-père souffler un peu, » a dit Sophie doucement. « Il n'est plus tout jeune, tu sais. »« Eh ?» ai-je protesté avec un faux air offensé. « Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai seulement 68 ans. » Emma a ri, et le son de son rire a été comme un baume sur mon cœur meurtri. Nous avons décoré le sapin tous ensemble ce soir-là. Hélène avait sorti toutes les boîtes de décoration du grenier, des décennies d'ornements accumulés. Chacun racontait une histoire. « Regarde, Emma !» a dit Sophie, tenant une boule rouge avec une photo de Thomas enfant collée dessus. « C'est ton papa quand il avait ton âge. » Emma a pris délicatement la boule, observant la photo avec une concentration intense. « Il avait l'air gentil », a-t-elle dit finalement. « Il l'était », ai-je dit, ma voix rauque. « Le plus gentil des hommes. » Hélène s'est détournée rapidement, mais pas avant que je voie les larmes dans ses yeux. Quand tous les ornements furent accrochés, il ne restait plus que l'étoile dorée, la fameuse étoile que Thomas avait fabriquée en 1992. « Toi et moi, Emma, » ai-je dit. « On va la mettre ensemble, d'accord ?» Je l'ai soulevée, et elle a tendu ses petits bras vers le haut du sapin, l'étoile dans ses mains. « Plus haut, papy, encore un peu. » Finalement, l'étoile était en place. Emma a applaudi, ravie. « C'est parfait. Papa serait content, non ?»« Oui, ma chérie, » ai-je murmuré, la reposant doucement. « Il serait très content. » Cette nuit-là, après que Sophie et Emma soient parties, après qu'Hélène soit allée se coucher dans la chambre d'amis qu'elle occupait maintenant, je suis resté seul dans le salon, regardant le sapin illuminé dans le noir. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai vraiment pleuré. Pas des larmes silencieuses, mais de vrais sanglots qui secouaient tout mon corps. « Tu me manques, fiston », ai-je murmuré dans le vide. « Tu me manques tellement. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Marcel. « Pierre, j'ai réfléchi, » a-t-il dit. « Je pense que tu devrais voir quelqu'un, un professionnel, pour parler de tout ça. »« Un psy ?» ai-je dit avec méfiance. « Je ne suis pas fou, Marcel. Je n'ai jamais dit que tu l'étais, » a-t-il répondu patiemment. « Mais tu as traversé un traumatisme énorme. La mort de ton fils, la découverte de la trahison d'Hélène, c'est trop pour une seule personne. Tu as besoin d'aide. »« Je me débrouille, » ai-je protesté. « Pierre, » la voix de Marcel était ferme maintenant. « Tu ne dors pas, tu ne manges presque rien. Tu as perdu du poids. Jacqueline et moi, nous nous inquiétons pour toi. Emma a besoin de toi en bonne santé, pas en train de te consumer de l'intérieur. » Il avait raison, bien sûr. Je le savais. « D'accord, » ai-je finalement concédé. « Je vais voir quelqu'un. » Marcel m'a recommandé une psychologue, docteur Martineau, qui se spécialisait dans le deuil et les traumatismes familiaux. J'ai pris rendez-vous, même si chaque fibre de mon être résistait à l'idée de parler de mes problèmes à une étrangère. Ma première séance a eu lieu 1 semaine avant Noël. Le cabinet de docteur Martineau était dans le 2e arrondissement, près de la place Bellecour. Une pièce confortable avec des fauteuils moelleux, des plantes vertes, une lumière douce. Docteur Martineau était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et gris avec des yeux gentils derrière des lunettes rectangulaires. « Monsieur Duchamp » a-t-elle dit en me serrant la main. « Je suis contente que vous soyez venu. Votre frère m'a expliqué brièvement votre situation. Mais j'aimerais l'entendre de vous, si vous êtes prêt. » J'ai hésité, ne sachant pas par où commencer. Comment résumer toute cette douleur, toute cette trahison en quelques phrases? Mon fils est mort il y a 2 mois, ai-je finalement dit, et j'ai découvert qu'il n'était pas mon fils biologique. Docteur Martineau a hoché la tête, sans jugement, sans choc dans ses yeux. Juste de l'écoute pure. « Parlez-moi de lui », a-t-elle dit simplement. « De votre fils. » Et je l'ai fait. Pendant 1 heure, j'ai parlé de Thomas, de l'enfant qu'il était, de l'homme qu'il était devenu. Des moments que nous avions partagés, des rires, des larmes, des fiertés. Il m'a appelé papa jusqu'à son dernier souffle, ai-je dit, ma voix se brisant. Même après avoir découvert la vérité, il m'a choisi. Il a dit que j'étais son véritable père. « Et comment vous sentez-vous par rapport à ça ?» a demandé docteur Martineau. « Déchiré, ai-je admis. Une partie de moi est soulagée, heureuse qu'il m'ait choisi. Mais une autre partie est furieuse qu'on lui ait menti toute sa vie, qu'on m'ait menti, qu'on ait volé la vérité à tous les deux.
La colère est une émotion normale dans le deuil, a dit Dr Martineau. Et dans votre cas, cette colère est amplifiée par la trahison. Vous vivez deux deuils en même temps, monsieur Duchamp. Le deuil de votre fils et le deuil de la vie que vous pensiez avoir. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. C'était exactement ça. Je ne pleurais pas seulement Thomas, je pleurais aussi l'illusion, la confiance, l'innocence de ne pas savoir. Est-ce que vous pensez que je peux pardonner ma femme? Ai-je demandé. Est-ce que c'est même possible après ce qu'elle a fait? Dr Martineau a réfléchi un moment avant de répondre. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on force, monsieur Duchamp. C'est un processus parfois long, parfois douloureux. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez pardonner? Je ne sais pas. Ai-je admis? Une partie de moi veut la détester pour toujours. Mais une autre partie se souvient de 40 ans de vie partagée, de moments heureux, de complicité. Et je me demande si tout ça était faux. Était-ce faux? A-t-elle demandé. Les moments heureux que vous avez partagés, les rires, l'amour que vous avez ressenti, est-ce que ces choses étaient fausses simplement parce qu'il y avait aussi un mensonge? J'ai réfléchi à sa question longuement. Non, ai-je finalement répondu. Non, je ne pense pas que tout était faux. L'amour que j'ai ressenti pour Thomas était réel. L'amour que j'ai ressenti pour Hélène pendant toutes ces années était réel. C'est juste que tout était basé sur une fondation fissurée. Exactement, a dit Dr Martineau. Et maintenant, vous devez décider si vous pouvez reconstruire sur cette fondation fissurée ou si vous devez tout démolir et recommencer ailleurs. Cette question m'a hanté pendant des jours. Noël est arrivé. Sophie, Emma et nous avons passé la journée ensemble. J'ai cuisiné le repas traditionnel. Dinde au marron, gratin dauphinois, bûche de Noël. Emma a ouvert ses cadeaux avec une joie qui semblait forcée, comme si elle sentait qu'elle devait être heureuse pour nous tous. Mais à un moment, pendant le repas, elle a regardé la chaise vide où Thomas s'asseyait toujours et ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa devrait être là », a-t-elle dit simplement. Sophie a fondu en larmes immédiatement. Hélène aussi. Et moi, j'ai serré Emma contre moi, incapable de parler. « Tu as raison, ma chérie. » Ai-je finalement réussi à dire. Il devrait être là. Et d'une certaine façon, il l'est, dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans l'amour qu'on ressent tous pour lui. Cette nuit-là, après que Sophie et Emma soient parties, j'ai trouvé Hélène dans la cuisine, nettoyant la vaisselle même si je lui avais dit que je m'en occuperais. « Laisse, ai-je dit. Je vais finir. J'ai besoin de faire quelque chose. » A-t-elle répondu, les mains dans l'eau savonneuse. Sinon, je vais juste m'effondrer. Je me suis mis à côté d'elle, prenant un torchon pour sécher. Premier Noël sans lui, ai-je dit. Oui, sa voix était à peine un murmure. J'ai continué à regarder vers la porte, attendant qu'il entre avec son grand sourire, ses bras chargés de cadeaux. Elle s'est arrêtée, incapable de continuer. Pendant un long moment, nous avons travaillé en silence côte à côte, dans une synchronisation née de décennies de vie commune. « Pierre, a-t-elle finalement dit, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner ?» J'ai posé le torchon, regardant par la fenêtre de la cuisine vers le jardin sombre. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Dr Martineau, la psychologue que je vois, elle dit que le pardon est un processus, pas un événement unique. « Tu vois une psychologue ?» Hélène semblait surprise. « Oui, Marcel a insisté, et il avait raison. Ça m'aide, de parler à quelqu'un qui est en dehors de tout ça. » Hélène a acquiescé lentement. « Je pense que je devrais en voir une aussi, pour gérer tout ça. Ce serait bien, ai-je dit. Nous avons fini la vaisselle dans un silence qui était moins pesant qu'avant. Pas confortable, pas encore, mais moins hostile. C'était un début. Janvier est arrivé avec son froid mordant et ses journées grises. Emma a repris l'école après les vacances, et Sophie est retournée au travail à temps partiel, essayant de reconstruire sa vie pièce par pièce. Un après-midi, alors que je cherchais Emma à l'école, son institutrice, Madame Leroux, m'a demandé de rester quelques minutes pour parler. « Monsieur Duchamp, » a-t-elle dit doucement, « je voulais vous parler d'Emma. Depuis la rentrée, elle est différente, plus renfermée, plus triste. C'est compréhensible, bien sûr, après ce qu'elle a traversé. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous faisions un exercice sur les familles. Les enfants devaient dessiner leur arbre généalogique. Emma a dessiné sa mère, vous, sa grand-mère Hélène. Mais quand elle est arrivée à son père, Madame Leroux a hésité. Elle l'a dessiné avec des ailes, comme un ange. Et puis elle s'est mise à pleurer. Elle n'a pas pu s'arrêter pendant presque 1 heure. J'ai fermé les yeux, la douleur me traversant comme une lame. Où est-elle maintenant? Dans ma classe, elle dessine.
Je pense qu'elle a besoin de parler à quelqu'un, monsieur Duchamp. Un professionnel peut-être qui peut l'aider à traiter son deuil. Elle avait raison. Emma souffrait en silence, essayant d'être forte pour nous tous, alors qu'elle n'était qu'une enfant de 7 ans qui avait perdu son père. Ce soir-là, j'en ai parlé avec Sophie. Je sais, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Je sais qu'elle souffre, mais je ne sais pas comment l'aider. Je peux à peine m'aider moi-même. Docteur Martineau, ma psychologue, pourrait peut-être la recommander à quelqu'un qui travaille avec les enfants, ai-je suggéré. Sophie a acquiescé avec reconnaissance. Merci Pierre, pour tout. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Tu es la mère de ma petite fille, ai-je dit fermement. Tu fais partie de ma famille, pour toujours. C'est ainsi qu'Emma a commencé à voir une psychologue pour enfants, Docteur Rousseau, une jeune femme chaleureuse qui utilisait le dessin et le jeu pour aider Emma à exprimer sa douleur. Moi aussi, j'ai continué mes séances avec Docteur Martineau. Semaine après semaine, nous avons décortiqué ma douleur, ma colère, ma confusion. Vous savez ce qui est intéressant, monsieur Duchamp, a-t-elle dit lors d'une séance en février. Vous parlez beaucoup de la trahison d'Hélène, de la trahison de Laurent, mais vous ne parlez presque jamais de vous sentir trahi par Thomas. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi me sentirais-je trahi par Thomas? Il est la victime dans tout ça, tout comme moi. C'est vrai, a-t-elle admis. Mais il a découvert la vérité et a choisi de ne pas vous le dire immédiatement. Il a gardé le secret pendant des semaines. Ne ressentez-vous pas un peu de déception face à ce choix? Ces mots m'ont frappé. Je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle. Il voulait me protéger, ai-je dit, mais même à mes propres oreilles, ça sonnait comme une excuse. Peut-être, a dit Docteur Martineau, ou peut-être qu'il avait peur de votre réaction. Peut-être qu'il avait besoin de temps pour traiter sa propre douleur avant de vous en parler. Le point est, monsieur Duchamp, que même les personnes qui nous aiment le plus peuvent nous blesser, parfois sans le vouloir. Cette révélation m'a suivi pendant des jours. Était-ce vrai? Étais-je en colère contre Thomas aussi? Pour ne pas m'avoir dit immédiatement, pour m'avoir laissé dans l'ignorance un peu plus longtemps? Peut-être, un tout petit peu. Mais surtout, j'étais triste. Triste qu'il ait dû porter ce fardeau seul, même pour quelques semaines. Triste qu'il soit mort avant que nous puissions en parler face à face, père à fils. En mars, presque 5 mois après la mort de Thomas, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, postée de São Paulo, Brésil. L'expéditeur était Véronique Beaumont, la femme de Laurent. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Cher monsieur Duchamp, vous ne me connaissez pas vraiment, même si nous nous sommes croisés à de nombreuses reprises lors d'événements familiaux au fil des années. Je suis Véronique Beaumont, la femme de Laurent. Je vous écris de São Paulo, au Brésil, où je vis maintenant avec ma sœur. J'ai quitté Laurent il y a 2 mois après 43 ans de mariage. Cette lettre aurait dû être écrite il y a longtemps, mais j'étais lâche. Tout comme mon mari, tout comme Hélène. Je savais. Ces 2 mots doivent vous choquer, mais je vous dois la vérité. J'ai toujours su. Pour la liaison en 1985, pour Thomas, pour tout. Laurent me l'a avoué quand votre fils était encore un bébé, dans un moment de culpabilité qui n'a jamais vraiment disparu. Au début, j'étais dévasté. Je voulais divorcer, partir, tout détruire. Mais à cette époque, dans notre milieu social, le divorce était un scandale. Ma famille m'a supplié de rester, pour les apparences, pour la réputation. Et j'étais faible. J'ai accepté. Pendant 38 ans, j'ai vécu avec ce secret. J'ai regardé Laurent observer Thomas de loin, s'insinuer dans votre famille, jouer le rôle du mentor généreux alors qu'il voulait juste être près de son fils, et j'ai gardé le silence. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, monsieur Duchamp, quelque chose que même Laurent ignore. La mort de Thomas n'était pas un accident. Je ne veux pas dire que Laurent l'a tué intentionnellement, mais ce chantier à Villeurbanne. Laurent savait que les échafaudages n'étaient pas aux normes. L'entreprise sous-traitante lui avait envoyé un rapport 2 semaines avant, signalant des problèmes de sécurité. Laurent l'a ignoré, sous pression pour respecter les délais. Quand Thomas lui a dit qu'il partait, qu'il quittait le cabinet, Laurent a paniqué. Il l'a envoyé sur ce chantier en espérant, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il espérait que la confrontation avec un projet difficile ferait changer Thomas d'avis. Peut-être qu'il voulait juste une dernière chance de le voir au travail, de le voir faire ce qu'il faisait de mieux. Je ne pense pas qu'il voulait qu'il meure. Mais sa négligence, son égoïsme, ont coûté la vie à votre fils. Après la mort de Thomas, Laurent s'est effondré. Il ne dort plus, ne mange presque plus. Il est hanté. Et moi, je ne pouvais plus supporter de le regarder s'autodétruire, tout en sachant qu'il le méritait. J'ai emmené tous les documents avec moi au Brésil. Les rapports de sécurité, les emails internes, tout.
Si vous voulez poursuivre légalement, si vous voulez justice pour Thomas, je vous aiderai. Je témoignerai. Mais je voulais d'abord vous laisser le choix, parce que la justice légale ne ramènera pas votre fils. Et détruire Laurent ne vous apportera peut-être pas la paix que vous cherchez. Je sais que j'aurais dû parler il y a des années. J'aurais dû vous dire la vérité sur Thomas, sur la liaison. Mais j'étais lâche, comme tous les autres. Pour ce que ça vaut, je suis profondément désolé, monsieur Duchamp. Vous ne méritiez rien de tout cela. Avec mes sincères regrets, Véronique Beaumont PS. Thomas était un jeune homme remarquable. La seule bonne chose que Laurent ait jamais faite fut de lui donner la vie. Mais c'est vous qui lui avez donné son âme. J'ai lu et relu cette lettre une douzaine de fois, mes mains tremblant de plus en plus à chaque lecture. La mort de Thomas n'était pas un accident. Laurent avait su. Il avait ignoré les avertissements de sécurité. La rage qui m'a submergé était comme rien de ce que j'avais ressenti auparavant. C'était une rage pure, brûlante, qui demandait vengeance, justice, destruction. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police, un avocat, n'importe qui pourrait faire payer Laurent pour ce qu'il avait fait. Mais ma main s'est arrêtée au-dessus du clavier. La justice légale ne ramènera pas votre fils. Et détruire Laurent ne vous apportera peut-être pas la paix que vous cherchez. Les mots de Véronique résonnaient dans ma tête. J'ai pensé à Thomas, à ce qu'il aurait voulu, à ce qu'il m'avait dit dans son message, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Laurent, qu'il voulait s'éloigner de tous ses secrets et mensonges. Voudrait-il que je passe les prochaines années de ma vie dans des tribunaux, à revivre sa mort encore et encore? Ou voudrait-il que je me concentre sur les vivants, sur Emma, sur Sophie, sur la reconstruction de ce qui restait de notre famille? J'ai gardé cette lettre pour moi pendant une semaine, la relisant chaque soir, pesant mes options. Finalement, lors de ma séance avec Dr Martineau, je la lui ai montrée. Elle l'a lue en silence, son visage restant neutre et professionnel. « Comment vous sentez-vous après avoir lu ceci ?» a-t-elle demandé quand elle a eu fini. « En colère, trahi, à nouveau, mais aussi fatigué, ai-je admis. Je suis tellement fatigué de toute cette douleur, de toute cette rage. Que voulez-vous faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut détruire Laurent Beaumont, le voir en prison, ruiné, humilié publiquement. Mais une autre partie a encouragé Dr Martineau. Une autre partie veut juste la paix. Pour moi, pour Emma, pour Sophie, pour le souvenir de Thomas. Dr Martineau a hoché la tête lentement. Le désir de vengeance est naturel, monsieur Duchamp, mais vous devez vous demander, est-ce que cette vengeance vous apportera ce dont vous avez vraiment besoin? J'ai réfléchi à sa question pendant des jours. Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai écrit une lettre à Véronique Beaumont. Chère Madame Beaumont, merci pour votre lettre et pour votre courage de dire la vérité après tant d'années. Je ne vais pas porter plainte contre Laurent. Pas parce qu'il ne le mérite pas, il le mérite amplement. Mais parce que mon fils n'aurait pas voulu que je gaspille ce qui me reste de vie dans la haine et la vengeance. Thomas voulait s'éloigner de tout ça, construire une vie basée sur l'honnêteté et l'amour. Je vais honorer sa mémoire en faisant de même. Mais gardez ces documents. Gardez-les en sécurité. Parce que Laurent doit vivre avec ce qu'il a fait. Il doit vivre en sachant que la vérité existe quelque part, qu'elle pourrait être révélée à tout moment. C'est sa prison. Et c'est une sentence à vie. Quant à vous, je ne peux pas dire que je vous pardonne pour votre silence. Mais je comprends. Nous faisons tous des choix difficiles pour survivre. Prenez soin de vous au Brésil. Et merci encore une fois d'avoir eu le courage de parler. Pierre Duchamp. Après avoir envoyé cette lettre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du soulagement. Ce n'était pas de la paix, pas encore, mais c'était un pas dans cette direction. Les mois ont continué à passer. Le printemps est arrivé, apportant avec lui les premières fleurs dans notre jardin. Emma avait fait des progrès remarquables avec Dr Rousseau. Elle souriait plus souvent, jouait avec ses amis, parlait de son père sans pleurer systématiquement. Un après-midi d'avril, elle est venue me trouver dans mon atelier où je restaurais un vieux phonographe. « Papy » a-t-elle dit sérieusement. « Dr Rousseau dit que papa vit maintenant dans nos cœurs, que chaque fois qu'on pense à lui, qu'on parle de lui, il est avec nous. Dr Rousseau a raison, ai-je dit, posant mes outils. Alors ça veut dire qu'il voit tout ce qu'on fait. D'une certaine façon, oui. Emma a réfléchi à ça pendant un moment. Alors il sait que je vais bien maintenant? Que je ne pleure plus tous les jours? Je pense qu'il le sait. Et je pense qu'il est fier de toi. Tu es une petite fille très courageuse, Emma. Elle a souri. Ce sourire qui me rappelait tellement Thomas. Toi aussi tu es courageux, papy. Dr Rousseau dit que tu m'as aidé à être forte.
Ces mots simples d'une enfant de 7 ans m'ont touché plus profondément que n'importe quelle thérapie. C'était pour ça que j'étais resté. Pour ça que j'avais choisi de ne pas poursuivre Laurent, de ne pas divorcer d'Hélène. Pour cette petite fille qui avait besoin de stabilité, d'amour, de présence. En mai, presque 6 mois après la mort de Thomas, Hélène m'a demandé de venir m'asseoir avec elle dans le jardin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de tons orangés et roses. « Pierre », a-t-elle commencé, nerveuse, « je sais que ces derniers mois ont été impossibles, et je sais que tu es resté principalement pour Emma. C'est vrai, ai-je admis. Pas de mensonge, pas maintenant. Je veux que tu saches que j'ai commencé à voir Dr Leblanc, une psychologue. Nous travaillons sur tout, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, sur comment vivre avec la culpabilité, sur comment être une meilleure personne. C'est bien, ai-je dit. Elle a pris une profonde inspiration, et je veux que tu saches que je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu restes. Si tu veux divorcer, je comprendrai. Je signerai les papiers sans me battre. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais partagé plus de 40 ans de ma vie. Elle avait vieilli, tout comme moi. Des rides profondes autour de ses yeux, des cheveux presque entièrement gris maintenant. Mais ses yeux étaient les mêmes yeux que ceux de la jeune fille dont j'étais tombé amoureux il y a si longtemps. Je ne vais pas divorcer, ai-je dit finalement. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Tu ne vas pas? Non, pas parce que j'ai complètement pardonné, pas parce que je peux oublier, mais parce que malgré tout, il y a eu 40 ans de vie réelle entre nous, de vrais moments heureux, un vrai amour, même s'il était compliqué par le mensonge. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Et puis, ai-je continué, Thomas nous a tous deux aimés, il était le pont entre nous. Et même s'il n'est plus là, ce pont existe encore. Dans Emma, dans Sophie, dans les souvenirs que nous partageons. Pierre, elle a tendu la main vers la mienne sur le banc du jardin. Cette fois, je ne l'ai pas retirée. J'ai laissé sa main reposer sur la mienne, légère, hésitante. Ça ne sera jamais plus comme avant, ai-je prévenu. La confiance, ça prendra du temps, peut-être des années, peut-être jamais complètement. Je sais, a-t-elle murmuré, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de la regagner. Nous sommes restés assis là, main dans la main, regardant le soleil disparaître derrière les toits de Lyon. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas un nouveau départ magique, mais c'était un début, un tout petit début. Aujourd'hui, cela fait presque 8 mois depuis la mort de Thomas. 8 mois depuis que ma vie s'est effondrée et que j'ai découvert que rien n'était ce que je croyais. Je ne vais pas vous mentir et dire que tout va bien maintenant, que nous sommes une famille heureuse et unie sans cicatrices. Ce serait faux. Il y a des jours difficiles, des jours où je regarde Hélène et tout ce que je vois, c'est la trahison. Des jours où je passe devant le cabinet de Laurent Beaumont, qu'il a vendu et quitté Lyon d'après ce que j'ai entendu, et je ressens cette rage sourde. Des jours où je vois Emma jouer et je pense, elle a les yeux de Laurent. Et cette pensée me fait mal d'une façon que je ne peux pas expliquer. Mais il y a aussi des bons jours. De plus en plus, en fait. Des jours où Emma m'appelle Papy Pierre avec ce sourire qui illumine toute la pièce. Des jours où Sophie me remercie pour mon soutien, où elle me dit que je suis le père qu'elle n'a jamais eu. Des jours où Hélène et moi pouvons avoir une conversation réelle, sans tension, presque comme avant. Des jours où je peux penser à Thomas et sourire au lieu de pleurer. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. Quelque chose que je veux partager avec vous, qui m'écoutez maintenant. La famille n'est pas définie par le sang. Elle n'est pas définie par les gènes, par l'ADN, par qui a couché avec qui. La famille est définie par l'amour, par la présence, par le sacrifice, par être là jour après jour, année après année, dans les bons et les mauvais moments. Thomas était mon fils, pas parce que nous partagions le même ADN, nous ne le partagions pas, mais parce que je l'ai élevé, parce que j'étais là quand il a fait ses premiers pas, dit ses premiers mots, eut ses premiers chagrins d'amour, parce que je l'ai aimé inconditionnellement depuis le moment où je l'ai tenu dans mes bras à la maternité jusqu'au moment où on l'a mis en terre. Emma est ma petite fille, pas parce qu'elle porte mon sang, elle ne le porte pas, mais parce que je suis là pour elle. Parce que je la regarde grandir, je l'aide avec ses devoirs, je la console quand elle est triste, je célèbre quand elle est heureuse. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Ni Laurent Beaumont, ni les tests ADN, ni la vérité biologique. Quant à Hélène, notre histoire n'est pas finie. Je ne sais pas encore comment elle se terminera, mais je sais que nous essayons. Nous essayons de reconstruire quelque chose sur les ruines de ce qui était, quelque chose de plus honnête même si c'est aussi plus fragile. Le pardon est un chemin long et sinueux.
Certains jours, je pense que je l'ai atteint. D'autres jours, je me retrouve au point de départ, la colère revenant comme une vieille amie familière. Mais je continue à marcher sur ce chemin. Pour Emma, pour Sophie, pour la mémoire de Thomas. Et oui, pour moi aussi. Parce qu'au final, porter la haine, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. Ça ne fait de mal qu'à moi-même. La semaine dernière, Emma et moi avons planté un cerisier dans notre jardin. Un arbre en mémoire de Thomas. Comme ça, papa sera toujours avec nous, a dit Emma en tassant la terre autour des racines. Chaque printemps, quand l'arbre fleurira, on pensera à lui. C'est une belle idée, ma chérie, ai-je dit, les larmes aux yeux. Et quand je serai grande, a-t-elle continué, je raconterai à mes enfants l'histoire de ce cerisier. Je leur parlerai de leur grand-père Thomas, de quel homme merveilleux il était, et de leur arrière-grand-père Pierre, qui m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles. Ces paroles m'ont touché plus profondément qu'elles ne pouvaient l'imaginer, parce que c'est ça, l'héritage, pas l'ADN, pas le sang, mais les histoires qu'on transmet, l'amour qu'on donne, les leçons qu'on enseigne. Thomas vivra à travers Emma, et à travers elle, à travers ses futurs enfants, une partie de lui et de moi continuera. C'est une immortalité plus vraie que n'importe quelle immortalité génétique. Alors, voilà, mon histoire, mon deuil, ma trahison, ma reconstruction. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si Hélène et moi allons vraiment réussir à reconstruire notre mariage. Je ne sais pas comment Emma évoluera en grandissant avec ce vide dans sa vie. Mais je sais une chose, nous sommes une famille, imparfaite, brisée, recollée maladroitement, mais une famille quand même. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a résonné d'une manière ou d'une autre avec votre propre voyage, laissez un petit pouce en l'air pour ce vieil imprimeur de 68 ans. Abonnez-vous à la chaîne, mes chers amis, pour ne pas manquer mes prochaines histoires que je raconterai avec tout mon cœur.